Est-ce que c'est un mot à la con, polémiste? Non, moi c'est un mot qui me plaît. J'espère que ça n'est pas mon métier, mais ça le serait que je ne me formaliserai pas et que je ne serais pas triste d'exercer le métier de polémiste. Je pense que les polémistes remuent la plume dans la plaie, eux aussi, et que donc ils sont utiles au débat démocratique. Bonsoir Charles Conseiller. Bonsoir, Thibaut, ravi. enchanté. Merci de passer la soirée avec nous. Merci beaucoup de m'accueillir. Bon, polémiste, d'accord, mais pénaliste, c'est un mot comment ça? Pénaliste, c'est encore un autre mot. Moi, je préfère simplement dire avocat. Ah bon, pourquoi? Parce que je pense que c'est un peu réducteur simplement de dire pénaliste. On est avocat. D'abord, tous les avocats, y compris les avocats qui ne sont pas pénalistes, sont des avocats à part entière. Moi, je connais des avocats d'affaires extraordinaires, des avocats qui font du droit de la famille, qui sont extraordinaires, des avocats en droit de la concurrence, qui sont des très très bons et grands avocats. Et ensuite... Faites pas un peu de langue de bois, parce que j'ai lu que vous trouviez que les pénalistes étaient quand même la crème de la crème. Je pense, oui, en fait, ce que j'écris dans mon livre, c'est que à mon sens, le plus grand avocat pénaliste d'un moment, et je dis que je me fais pas que des amis en disant ça, c'est le plus grand avocat tout court, parce que effectivement, pour moi, l'essence du métier est quand même là. Mais là où je dis que c'est réducteur, c'est que quand on est avocat pénaliste, en fait, souvent, on déborde sur beaucoup d'autres matières, on fait beaucoup plus de choses que la seule défense pénale, même si effectivement, je considère au risque de me faire des ennemis que la défense pénale demeure, à mon sens, la fonction suprême de l'avocat. Voilà. Et donc, pénaliste est un mot qui me va, mais qui ne suffit pas à l'avocat. Vous savez, Voltaire disait que c'est le plus bel état du monde, être avocat. C'est pas seulement un métier, c'est un état. On est avocat jusqu'au bout de ses ongles. On est dans vos bureaux. Même quand on est polémiste. Oui. Tiens, justement, dans vos bureaux, lumière tamisée, vous préférez être où? Sur un plateau de télé avec la lumière plein phare ou ici à travailler tranquillement, tout seul? Non, moi je préfère être dans le Jura, l'endroit que je préfère au monde, c'est la maison de ma famille dans le Jura, oui. À lire des livres devant la campagne. D'accord. Parce que j'allais ajouter une troisième proposition, les plateaux télé, le bureau à travailler ou le prétoire. Alors, l'endroit que je préfère, c'est ça. S'il fallait choisir, sans doute le prétoire, parce que, pour le coup, on ne se sent jamais plus utile que quand on défend quelqu'un dans l'enceinte d'un tribunal ou d'une cour d'appel ou d'assises. Et donc, ce serait sans doute le prétoire, oui, quand on met sa robe et qu'on défend, on a le sentiment que c'est le seul endroit où être, le seul endroit où on est vraiment utile. Donc, je répondrai le prétoire. Derrière cette porte entrouverte, il y a votre bureau. C'est souvent un endroit intime, le bureau. Est-ce que c'est le cas ici? Je pourrais vous le montrer. Moi, j'ai un bureau très simple. Vous n'avez pas des photos de famille, des choses comme ça, des petits gadgets qui vous représentent? J'ai un bureau extrêmement simple dans lequel je fais face à l'une de mes collaboratrices. J'ai des lampes dont je suis très fier, Ikea, ah oui. Qui sont parfaitement neutres, parfaitement standards. Oui. Des meubles également parfaitement neutres. Pourquoi il faut être comme chez les psys, ne rien laisser passer, que ce soit parce que ce qui est important, c'est ce qu'on fait. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait, ce qu'on écrit, ce qu'on arrive à trouver comme idée. Là, vous êtes dans cette salle de réunion. Pareil, totalement standard. J'ai la même table ovale en marbre. Je sais même pas si c'est du vrai marbre. C'est triste. Que tout on aimerait des affiches au mur. Bon, j'ai Maradona derrière moi, mais c'est même pas... Mais regardez, il y a quand même des très jolies appliques. Ah oui. Murales. Et il y a des livres intéressants. Il y a des livres d'Émile Zola et de Balzac, parce que quand on est avocat, on fait semblant d'être de gauche. Et il y a une machine à café achetée moi-même chez Darty de la marque Krups, une excellente machine à grains très importante. Vous avez des actions chez Darty, chez Krups et Ikea? Dans ce métier, non mais je dis ça pour vous taquiner parce que je sais que c'est gênant de citer les marques. Et donc voilà, c'est un bureau d'une banalité totale, mais parce que ce qui compte, ça n'est pas
le show-off, le machin. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Donc moi, j'aime beaucoup ce bureau très banal et ce quartier aussi où nous nous trouvons, qu'on va arpenter tout à l'heure si la pluie nous laisse un petit peu de marge de manœuvre, de l'avenue Victor Hugo, qui est d'abord l'avenue qui porte le nom de qui vous savez, ça compte, d'un des plus grands écrivains du monde, et qui est par ailleurs une éminente adresse de très grands cabinets d'avocats. Et c'est pour ça que moi, ça me plaisait aussi d'être avenue Victor Hugo, et enfin d'être aussi dans ce 16e arrondissement honni de toute la gauche parisienne. Et ça me plaît aussi d'être dans ce bastion de résistance à Anne Hidalgo. Donc tout ça compose un lieu dans lequel je me sens totalement serein. Vous venez de faire un bingo, là. Et apte à travailler. Vous avez coché toutes les cases. C'est un métier, 15 ans de métier. Avocat, justement. Je me pose cette question. C'est une question peut-être d'écolier, mais je trouve que les questions d'écolier, vous savez, quand il y a un professionnel qui vient présenter son métier, les écoliers lui posent des questions. Ouais. Je trouve que c'est les meilleures questions. Bien sûr. Avocat, comment on peut défendre quelqu'un qu'on sait coupable? Ça, c'est marrant parce que c'est la grande question. Oui, elle est facile, mais elle est fascinante. Elle est très amusante, cette question, parce que la réponse souvent de l'avocat déconcerte. Nous, on ne se pose pas complètement la question de savoir si la personne est coupable ou pas. La seule réelle hypothèse dans laquelle on va se poser cette question, c'est si le dossier est trop accablant et que on entrevoit une possibilité de mieux défendre en reconnaissant les faits. Oui. Si quelqu'un a intérêt à reconnaître les faits parce que le dossier est tel qu'en fait la seule chose à faire c'est de reconnaître, là on peut pousser un client dans ses retranchements en lui disant, écoutez, si vraiment vous avez fait ce pourquoi vous êtes accusé, ce que je vous conseille à ce stade, c'est de reconnaître les faits. Mais souvent, les clients ne nous disent pas s'ils sont coupables ou pas. Ils disent nous, pas. Non. Et vous posez la question? Non, ça ne nous intéresse pas. Moi, je vais vous dire, ça ne m'intéresse pas. Y compris dans les affaires les plus graves. Je ne cherche pas à savoir si quelqu'un est coupable ou pas. J'ai un dossier. Oui, mais là, c'est l'avocat qui parle, mais l'homme, il a envie de savoir. Non, mais même l'homme. Non, parce que avocat, c'est un État. Donc, il n'y a pas d'homme derrière l'avocat. Il y a l'avocat tout court. Ouais. Et l'avocat tout court, il défend quelqu'un qui, en général, est dans une merde noire. Parce que quand on est mis en cause dans une affaire pénale, on a quand même intérêt à s'accrocher pour se défendre. Et il se demande comment il va, du mieux possible, essayer de le sortir de cette situation. Donc, on a un dossier avec des éléments qui peuvent être très à charge, qui peuvent être au contraire faméliques. Ça arrive parfois, vous avez des dossiers de pénal où en fait il y a quasiment rien et vous arrivez à le démontrer et vous essayez de faire avec ce dossier. Et la question de la culpabilité fondamentale, si vous voulez, avant qu'elle soit ou pas établie par la justice, c'est une question que vous ne vous posez pas. D'accord. Sauf si dans l'intérêt du client, il faut la reconnaître. D'accord. Alors je vais plus loin. Si vous arrivez à faire blanchir un de vos clients, et qu'il est peut-être coupable, là, est-ce qu'il y a une culpabilité ou toujours pas? J'ai fait mon métier d'avocat et j'y pense pas. Là où il y aura quelque chose, imaginons, c'est si vous obtenez la remise en liberté d'un client qui s'avère en réalité particulièrement dangereux, qui recommettrait derrière des exactions terribles, etc. Mais ça n'est pas votre rôle. Ça, vous pouvez quand même vous en décharger sur le dos du parquet et du juge. Vous, votre rôle, il est de défendre la personne mise en cause par le juge pénal. Et la seule personne à la place de laquelle vous devez vous mettre pour faire ce travail, c'est cette personne-là. Vous vous mettez à la place de quelqu'un qui comparaît devant des juges, qui risque la prison, qui très souvent y est déjà dès son interpellation, parce que dans beaucoup de dossiers, en tout cas les dossiers un peu graves, les gens sont en détention provisoire, au moins au début de l'enquête, et vous êtes à la place de cette personne-là et vous vous dites comment je fais pour sortir cette personne de son pétrin. C'est le seul office de l'avocat, le reste ne dépend pas de lui. Parce que majoritairement, la majorité du temps, l'avocat, il accompagne la chute. Il accompagne la défaite. Alors ça, c'est ce que j'avais dit un peu méchamment à Valérie Pécresse, qui m'avait remercié de mon soutien pendant la campagne présidentielle. Donc là, je déborde sur la politique. Oui, on y viendra, je vous assure. Je déborde sur la politique. Elle m'avait remercié de mon soutien. Je lui avais dit, vous savez, les avocats sont les compagnons des chutes, donc c'était tout naturel pour moi. Ça dépend. Ils peuvent être les compagnons des chutes, effectivement, mais ceux qui
parviennent à faire leur métier correctement peuvent être des parachutes. Et donc, parfois, on accompagne effectivement quelque chose, mais on arrive à sauver in extremis les personnes avant qu'elles choient au sol. Donc, voilà. Les avocats d'affaires peuvent être les compagnons des chutes comme des ascensions. Quand on fait du pénal, c'est souvent plus la chute que l'ascension, effectivement. Il faut pas avoir peur de perdre, quoi. Effectivement. Ouais. Je suis... Vous voulez jeter un œil au bureau, mais il est tout bête, mon bureau. Donc ouais, là, nous sommes dans la salle de réunion, voilà. Ouais. Ce sont vous avez cette photo de Maradona que je n'ai pas installée. C'est quelqu'un d'autre du cabinet qui a installé ça. Moi, je ne sais pas vraiment qui est Maradona. Enfin, je sais que c'est un joueur argentin, j'imagine. Non? Voilà, bon, c'est déjà ça. Vous avez la base. C'est déjà ça. Et ici, voilà, vous avez mon bureau tout bête. Avec des cartons qui je vous laisse pas trop rentrer parce que là, il y a des dossiers avec des noms de dossiers. Ça, c'est l'endroit où je travaille. Ça, c'est l'endroit où travaille une de mes collaboratrices. Là, vous avez cette lampe dont je suis très content, avec son petit machin, vous voyez, pour l'allumer et l'éteindre, comme dans n'importe quel bureau. Et c'est si banal. Et c'est un endroit, ma foi, fécond. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, finalement? Le droit en tant que tel ou l'art de l'avocat? L'art oratoire, la performance rhétorique, non, le talent littéraire. D'abord, le droit est une matière intéressante, effectivement, en tant que tel. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a des très bons avocats dans tous les domaines, qui peuvent tous être considérés comme de grands avocats, quel que soit leur domaine. Et ensuite, c'est la défense qui est plaisante dans tous ces aspects. Donc, dans la défense, il y a le droit, il y a l'audience. Moi, j'avoue qu'effectivement, ce qui me plaît peut-être le plus, c'est la bagarre à l'audience même. C'est là que je m'amuse le plus dans ce métier, mais c'est aussi très amusant de faire du droit, de trouver des cas de nullité de la procédure, de démentir le parquet sur le fond. Ça, c'est sûr que c'est très intéressant. Le plus intéressant, ça reste effectivement la défense à l'audience, parce que c'est là que la défense c'est la plus palpable. C'est là que la personne mise en cause, qui comparaît, elle ressent le plus l'intervention de son avocat. Mais quand vous arrivez à une audience sans avoir préparé le droit, il faut avoir beaucoup de talent et d'expérience ou de chance pour arriver à faire quelque chose. Ça peut arriver à tous les avocats, d'arriver totalement non préparé et de quand même faire quelque chose de bien. Mais en général, comme dans tous les domaines, vous êtes meilleur si vous êtes un peu préparé. Donc, tout va ensemble. C'est un tout. On y va? On y va. Et alors, vous avez des modèles, des gens que vous êtes allés voir à l'audience, comme on irait au théâtre, des avocats qui vous ont bien inspiré. Sûr. J'ai eu la chance de travailler au cabinet. Regardez, je prends mes clés, c'est peut-être intéressant. Ce trousseau de clés de passe-partout. Il y a chez moi mon scooter, mon bureau, des bips dans tous les sens, des alarmes. Vous n'avez pas les cellules de prison. Attendez, je vais regarder, vous voyez, vous savez tout, je vais regarder s'il reste des gens dans ce bureau pour savoir si je dois le fermer ou pas. Je vais faire un petit tour. Là, vous voyez, c'est un cabinet qui est aux 35 heures, donc on va devoir nous-mêmes, je vérifie parce que je vais enfermer personne, mais voilà. C'est un cabinet de gauche. Tout le monde est déjà parti. C'est vrai qu'il est que 21h. Donc je vais moi-même éteindre, mais c'est un scandale. Demain, je réunirai ce cabinet et je leur dirai, nous ne sommes pas au taquet. À 21h, tout le monde était déjà parti. Clac. Vous voyez, il faut tout faire soi-même. C'est toujours les gens de droite qui travaillent le plus. Vous êtes complètement obsédé par ça. Hein. Je vous ai encore pas posé une seule question politique. Je sais, mais je vous amène, je vous fais votre interview. Vous avez vu, pour l'instant, je saisis pas la perche. Je fais votre interview. Alors, je vais vous laisser partir devant, parce que je vais mettre moi-même l'alarme, et donc je ne vais pas révéler le code de l'alarme à tous les téléspectateurs du Figaro. Ah, visiblement c'est bon. Elle est enclenchée.
Alors, qui sont vos modèles, ceux que vous avez vus? Alors, j'ai eu la chance de voir plaider de nombreuses fois maître Hervé Temim, chez qui j'ai travaillé, qui est malheureusement mort récemment, qui était un avocat absolument exceptionnel, qui avait un talent et une humanité incroyables. Et donc lui, c'était pour moi un très fort modèle d'avocat. Et en plus, il a été aussi un conseil, un accompagnateur pour moi dans ce métier et aussi dans les autres activités que j'ai pu avoir. Il a été formidable. Il était, pardon, à l'audience spectaculaire. Il était à l'audience, oui. Je vous ai parlé de Riyad ou pas encore? Parce que voilà, Riyad vient de prendre le premier mur de la soirée. Non, dans son genre, il était spectaculaire parce que il plaidait comme personne, d'une manière très simple, sans effet, sans aller chercher des citations, sans travailler sa voix, sans en faire des tonnes. Et de cette manière très simple, souvent, dès la première phrase qu'il prononçait, qui était très simple, il disait la chose qui suscitait l'émotion de tout le monde. On était souvent saisi dès la première phrase par ce qu'il disait. Et ensuite, ses démonstrations, elles étaient limpides, implacables. Il mentait pas. Il défendait le client avec tous les arguments qu'il pouvait avoir. Mais il le faisait de manière joyeuse, sympathique, très ferme en même temps sur le fond. Il avait une intelligence mathématique forte, il adorait les chiffres, il démontrait d'une manière très précise et il obtenait des résultats incroyables et il n'y a qu'à ça qu'on juge un avocat. Donc Temim pour moi était un modèle énorme. Après il y en a plein d'autres. J'adorais Kiejman, j'adorais... il y a un autre avocat que j'aime beaucoup qui est devenu sénateur, qui s'appelle Francis Piner, très grand plaideur aussi. Il y a des tas d'avocats comme ça, mais il y a aussi des avocats d'affaires qui sont formidables, qui sont moins connus du grand public et qui sont extraordinaires. Je suis pas sûr que la pluie nous laisse arpenter les rues. Je crains qu'on soit obligé de prendre la voiture. Cette célèbre émission qui normalement se fait en marchant, nous allons la faire en voiture. Je crois que c'est la pire météo qu'on ait eue dans un Figaro la nuit. Riyad. Ouais, confirme. On sort par ici? On sort par là, ouais. C'est bon. Ok, on y va. Allez-y, Charles. Vous pouvez monter. Alors, vous devez monter de l'autre côté dans notre véhicule. Ok. Installez-vous. Mettez-vous à l'aise, hein, même si ça va être court pour l'instant. On n'a pas de bol, hein? Non. Vous êtes de Paris? Ouais, je suis né à Paris, absolument. Ouais. Je suis né à Paris et j'ai grandi à Paris. Je suis un pur Parisien. Et vous l'aimez, cette ville? Oui, même si, je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'elle a été détruite par Madame Hidalgo, en tout cas pour partie. Et je le pense vraiment, ça n'est pas de ma part une posture. Je pense que ce qui faisait le charme de Paris, à savoir la possibilité d'y travailler facilement, d'y vivre, de s'y balader, de changer d'arrondissement pour aller déjeuner ou dîner, a été très 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 abîmé par Madame Hidalgo, et donc je pense que c'était une... C'est pas un peu facile ça. Non, c'est pas facile. Mais non, d'ailleurs, quand on dit ça, tout le monde répond ça. Vous êtes tous pro Hidalgo. Moi, je vous dis que j'ai connu... Quoi qu'il arrive, l'avocat du diable ce soir. Moi, je vais vous dire que j'ai connu un Paris beaucoup plus vivant, beaucoup plus libre et beaucoup plus agréable à vivre que ce que c'est devenu sous son règne. Mais vous avez des mots, vous dites que c'est criminel. Oui, mais bien sûr, je pense que c'est criminel. Je pense que ce qu'elle a fait est criminel, et j'espère que... Et vous qui êtes un avocat, vous pouvez pas dire que c'est criminel. Si, je pense qu'elle a profondément attaquer la liberté des Parisiens, et je pense qu'une ville dans laquelle vous ne pouvez plus circuler,
est une ville qui peu à peu meurt. Et donc, je pense qu'on va devenir, ce qui est en réalité son projet, une ville pour jeunes bobos et pour touristes. Mais ce qui faisait la vitalité de Paris, la complexité, ce qui donnait à Paris un charme particulier, ça, je pense qu'elle l'a détruit. Vraiment. Je pense que, par exemple, le fait qu'on puisse pas elle a théorisé cette histoire de ville du quart d'heure où on est censé avoir tout un quart d'heure de chez soi, etc. Et donc, je pense que, par exemple, le fait qu'on ne puisse plus vraiment aller dîner à 3 arrondissements de celui où on travaille ou de celui où on habite, je pense que ça casse complètement le charme. Moi, il y a plein d'arrondissements de Paris dans lesquels je ne vais plus parce que c'est trop compliqué. Un jour de pluie comme celui-là, armez-vous de patience pour. Oui, bon, il y avait plein d'arrondissements où vous n'alliez pas avant Anne Hidalgo. Non, détrompez-vous, je me baladais beaucoup dans Paris avant Anne Hidalgo. Bon, ça y est, vous avez dit tout le mal que vous pensez d'Anne Hidalgo. Il y a toujours 3 minutes dans cette émission qui lui sont consacrées. Très peu sont ceux qui, en effet, ont eu un propos contraire au vôtre. Ils ont raison. Si elle était jugée par un tribunal et que j'étais dans le jury, je voterais les pires sanctions contre elle. Le drugstore Publicis. Pourquoi vous voulez venir ici? Alors, je vous ai amené au drugstore Publicis. Je suis très étonné. Est-ce qu'on rentre peut-être Alors, on va rentrer parce qu'on est sous la flotte, donc on sera quand même mieux. Où est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre devant ces beaux livres, mais je vais vous le faire visiter. Bonjour. Je vous ai amené au drugstore. Bonsoir, monsieur. Je vous ai amené au drugstore Publicis. C'est un endroit qui est... Là, on a fait le trajet en voiture parce qu'il pleut, mais sinon, c'est à 5 minutes à pied de mon bureau. On l'a vu, là, en voiture, voilà. C'était... Et donc, moi, je peux passer ici facilement et j'aime beaucoup cet endroit parce que d'abord, ça ouvre très tard et vous allez voir, c'est un endroit où vous avez une librairie, une maison de la presse, une pharmacie, un endroit où vous pouvez acheter des choses à grignoter, à boire, etc. Un restaurant, tout ça ouvert jusqu'à 2 heures du matin. Et donc, je trouve que dans notre pays dévoré par les 35 heures, ça fait du bien d'avoir un endroit qui ouvre tard. Si vous voulez, c'est un peu d'États-Unis en France, le drugstore. Le nom, déjà. Ouais, exactement. C'est un peu d'Amérique à Paris. Donc voilà, là, on a la librairie, la presse, y compris la presse étrangère, des clopes pour qui clope, ce qui n'est plus mon cas. Oui, je vous fais visiter. Là, vous avez un restaurant bar. Alors, ils seront peut-être pas très contents que je dise ça, mais le restaurant, honnêtement, faut changer toute la carte parce que c'est totalement immangeable. Mais voilà, ils le sauront maintenant. On reviendra plus. C'est ça le problème. On sera plus réinvité. Non, mais le resto, là, ils ont une carte très compliquée et pas agréable. Ici, vous avez des petits cadeaux, des petits machins que vous pouvez acheter. Mais c'est pratique, regardez, si vous avez un anniversaire tard, que vous n'avez pas eu le temps, etc., vous passez ici, vous pouvez trouver un parfum, un petit bijou, un machin. Si vous avez une fringale et une soudaine envie de macarons, vous avez la durée. Mais ça, c'est plus pour la... Moi, c'est tout nouveau, ça, la durée. C'est vrai que c'est un endroit étonnant. Ici, vous avez une pharmacie qui est donc ouverte très tard, très sympa, avec un pharmacien très marrant, toujours bronzé, comme s'il revenait des Bahamas, et qui connaît, c'est pas lui en l'occurrence, et qui connaît tous ses produits par cœur. Quoi que vous achetiez, il vous explique les dernières innovations, les derniers machins, etc. Là, si vous avez soudainement quelque chose à fêter, vous pouvez acheter du champagne à toute heure, vous pouvez acheter du vin, vous pouvez acheter de la vodka, tout ça avec modération bien sûr. Voilà, des sandwichs, des machins, etc. Donc c'est une espèce de lieu très pratique pour ce genre de trucs et c'est pour ça que moi j'aime bien le Publicis Drugstore. Je trouve que c'est un endroit unique dans Paris. Qui aimez tant la France, vous le répétez souvent, vous adorez les États-Unis aussi. Oui, c'est vrai que j'ai puérilement une tendresse pour les États-Unis. Comme
On est par ailleurs, j'ai oublié de dire, Publicis Drugstore, on est dans l'immeuble de la grande agence de pub Publicis, que tout le monde connaît, voilà, qui est une magnifique agence de pub. Et moi, je suis fils de publicitaire, et comme un publicitaire des années 80-90, j'avoue une espèce de fascination puérile pour les États-Unis, mais parce que je trouve certaines choses aux États-Unis dont on a tendance à perdre le goût en France, et notamment une certaine liberté, une certaine énergie qui nous ferait du bien. Donc je suis un peu comme Sarkozy en 2007. J'aime les États-Unis dans leur énergie et dans leur liberté. Je pense que par certains aspects, on pourrait s'en inspirer un peu plus, plutôt que d'être obsédé par nos circuits courts et notre télétravail. Ils font du télétravail aussi, je suis sûr. Hein? Ils font du télétravail aussi. Parce qu'ils sont contaminés par nos idées. Ah, vous pensez que ça vient de nous? Bien sûr. Ils se laissent. C'est les nouvelles générations. Est-ce que vous avez une sardouite aiguë? C'est-à-dire, est-ce que vous haïssez cette époque? Non, je considère comme un des plus grands moments de radio et de télévision l'interview de Michel Sardou, où en lunettes noires, qu'il garde dans le studio, il explique qu'il est cette époque. Avec une voix pleine de cigarettes et on lui dit, ah bon, mais qu'est-ce qui vous plaît pas dans cette époque? Il répond, tout. Et il cite comme exemple, et je trouve ça très grand, le fait qu'avant, il n'y avait pas de limitation de vitesse aussi stricte qu'aujourd'hui, et qu'on pouvait descendre à Marseille en voiture en 3h30 et que ça posait de problème à personne. Et je trouve cet exemple absolument magnifique. Et donc oui, j'assume aussi cette sardouite. Bon alors, 3 choses que vous aimez. Et je voudrais qu'on se tourne vers la librairie. Attendant. Allez, faites un effort, 3 choses que vous aimez dans l'époque. 3 choses que j'aime dans l'époque, plein de trucs. D'abord, la France qui reste à mon sens, le plus beau pays du monde, et je pense qu'on a une chance énorme. Devant les États-Unis. Oui, je pense qu'on a une chance énorme de vivre en France. Première chose que j'aime dans l'époque. Deuxièmement, moi j'aime tout dans l'époque, si vous voulez, je pourrais vous en citer 500 des trucs que j'aime. Mais non, mais je peux vous dire plein de trucs. Je trouve en réalité, on vit une époque assez heureuse. Quand on a la chance de vivre en France, on vit une époque tout à fait heureuse. Quand on voit les drames atroces qui se déroulent partout, etc., nous, on a beaucoup de chance. Mais, et je suis pas réactionnaire, moi, je vous dis pas que c'était mieux avant. Je pourrais plus vous dire ce que j'aime pas. Ce que j'aime pas, c'est... Et voilà, c'est ce que je dis. Je vous ai demandé 3 choses que vous aimiez, vous allez mais je peux vous en donner d'autres. Moi, je vous dis, j'aime notre pays, j'aime... la littérature contemporaine, par exemple, j'aime beaucoup. La musique contemporaine, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sortent qui sont vachement bien. Il y a plein de trucs que j'aime. Mais bon alors allez-y sur ce que vous n'aimez pas. Je pense qu'on vit un peu quand même un temps de rétrécissement des libertés. Vous savez, j'ai lu par exemple récemment le dernier livre de Yasmina Reza. Ça va rejoindre le début de l'interview. Et Yasmina Reza, dans son dernier livre, fait des récits d'audience pénale. Et elle raconte notamment une audience à la cour d'assises où la cour juge un triple assassinat. Et la présidente de la cour ne veut pas un mot plus haut que l'autre. Elle tient absolument à ce que l'audience se déroule de manière sereine et que surtout personne ne s'énerve et que surtout personne ne s'invective. Et donc elle juge un triple assassinat, c'est-à-dire un fait d'une violence énorme, comme si c'était une émission de recettes de cuisine, si vous voulez. Et ça, c'est tout à fait notre époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un temps que moi j'appelle par exemple l'extrême centrisme, c'est-à-dire il faut pas un mot plus haut que l'autre, il faut pas de critiques trop tranchées, il faut pas s'énerver, il faut pas d'opinion trop prononcée. On vit un espèce d'affadissement un peu, et je pense que ça n'est pas forcément une bonne chose. C'est une fausse bonne chose. Ça a l'air bien, et en fait, je pense que ça nous ramollit. Vous êtes sûr de ça? On dit que la France insoumise bordélise et va toujours plus loin dans ses propos, que le Rassemblement national monte parce que justement il dit les choses, et que au contraire, on ne s'affadit pas et on va de plus en plus loin dans les propos qui peuvent être violents. Je pense que la réaction à cet affadissement
c'est effectivement, en tout cas, trouve un exutoire politique dans des extrêmes, justement. Et je pense que c'est parce qu'il y a cette espèce d'autoritarisme intellectuel, ce côté ne protestez pas, ne faites pas de vagues, ne vous énervez pas, ne pensez pas trop fort, ne travaillez pas trop non plus, etc., que les gens saturent et qui finissent par voter pour des extrêmes. Par exemple, je pense que le vote Trump aux États-Unis se nourrit beaucoup de ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'Américains qui refusent cette espèce de mise sous cloche de leurs aspirations. Et en France, à mon avis, c'est un peu pareil. Je pense que, par exemple, dans l'enthousiasme que suscite Bardella, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie qu'on arrête de les emmerder avec leur masculinité, leur consommation de viande, leur 4x4, etc., etc. Je pense que c'est au contraire un symptôme de ce que je décris. La littérature. Oui. Ça, c'est un point qui peut nous rassembler, non? Où on sera tous d'accord pour dire que la France est solide dans ce domaine. C'est vrai que on peut tous lire Le Petit Prince, qu'on vienne d'un milieu ou d'un autre. C'est vrai que la France est très... Il est là, regardez, le livre de Yasmina Reza dont je vous parlais. J'en profite pour le signaler à nos téléspectateurs. Un excellent livre récit de certains faits. C'est remarquable, effectivement, la vitalité de notre littérature. Toujours aujourd'hui. Ouais, moi, il y a beaucoup d'auteurs que je trouve exceptionnels. Celle que j'ai citée, Houellebecq est un auteur français exceptionnel. Bret Easton Ellis, alors il n'est pas français, remarquez, mais dans la littérature contemporaine, est un écrivain incroyable. Donc oui, on a beaucoup de chance d'avoir une littérature aussi prolixe en France. On a, je crois, 600 livres à chaque rentrée littéraire de septembre et dedans énormément de choses très, très brillantes. Ouais. Tiens, on fait un jeu. Donnez-moi un titre de livre après avoir eu une grande réussite. Peut-être qu'on peut le trouver ici. Un titre de livre qui quoi livres... Après avoir eu une grande réussite. Ça veut dire quoi? Je sais pas, vous venez de gagner au tribunal et vous rentrez chez vous, vous avez envie de lire un livre. Vous lisez quoi? Ah, question étrange. Elle est bizarre cette question. Là, dans ceux qui sont là? Je sais pas, non, pas forcément, mais peut-être qu'on peut le trouver. Non, ça peut être un livre. Il y en a un qui s'appelle Divorce à la française. C'est peut-être pas très non, adapté. pas forcément dans les bouquins ici, même dans les classiques. Un livre qui vous parle, vous dites bah tiens, celui-là il me fait du bien. J'ai réussi, je lis quelque chose. Je rentre chez moi, je me mets dans un bain, j'ai gagné. Ouais, c'est une question étrange ça. Moi, je trouve que la littérature, elle n'est pas... ça peut être ça, mais c'est quand même rarement une célébration de la réussite. C'est en général, on écrit... C'est pour ça que je vous pose la question. Vous connaissez la phrase de Céline, on écrit parce qu'on n'a pas su vivre. Donc... Oui, mais la question facile, celle qui vient après, c'est un livre après un chagrin d'amour, par exemple. Celle-là, elle est plus évidente. Mais je ne sais pas si on peut vraiment lire intelligemment après un grand succès ou après un chagrin d'amour. Après un grand succès, on a plus envie d'ouvrir une bouteille de champagne. Et après un chagrin d'amour, on va peut-être plus se tourner vers la musique, par exemple. Tout le monde s'interroge. Pourquoi est-ce qu'on écoute des chansons tristes quand on est déjà triste? C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. C'est très intéressant. Bah, regardez, après un grand succès, on peut lire Frapper l'épopée, par exemple. Comme ça, on sera dans une épopée, c'est un succès par définition, donc on sera dans le thème. Je crois que c'est un livre sur la Nouvelle-Calédonie. Mais je pense que la littérature n'est pas très adaptée. Enfin, la lecture demande une certaine concentration et demande, à mon avis, une espèce de détachement émotionnel. Oui, exactement, de neutralité psychique. Quand vous êtes très haut ou très bas, je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour lire. Après, peut-être la poésie, par exemple, quand vous êtes très bas, un peu comme des chansons tristes, elle peut vous aider. D'accord, je vais vous faire dire un titre de livre. Un livre pour votre photo officielle de président de la République. Vous savez, juste ici, comme ça, comme Emmanuel Macron. Ouais. Ou même...
Sarkozy qui posait devant une bibliothèque. Oui. Qu'est-ce que ça pourrait être? Quelque chose de très français. Mais qui vous représente surtout. Oui, bah non, mais non, il faut quelque chose qui représente la France. Donc moi, mais qui représente vos idées aussi. Pour un président, il faut Victor Hugo. Donc peu importe le livre de Victor Hugo, peut-être ses poèmes, peut-être Les Misérables, peut-être... peu importe le livre, à mon avis, il faut un livre de Victor Hugo. Pour moi, c'est l'auteur à lire pour un homme d'État français. C'est celui vers lequel se tourner parce que c'est là où il y a le plus d'empathie et de sensibilité pour le peuple français. Donc voilà, moi je répondrais Victor Hugo. Est-ce que petit, vous avez rêvé d'être président de la République? Non, pas du tout quand j'étais petit. Ils disent tout ça. Sarkozy disait oui, mais quand j'étais petit, je rêvais de grandes batailles. Ah, vous vouliez être Napoléon alors. J'ai été bercé à Cyrano de Bergerac, au film qu'en a tiré Jean-Paul Rappeneau, le film fabuleux avec Depardieu, Jacques Weber, Anne Brochet, film incroyable. Et c'est ce qu'on regardait, nous, quand on était petits, ma grande sœur et moi. Et donc, par exemple, une scène qui me faisait rêver que je transposais dans mes jeux d'enfants, c'était la scène de Cyrano se battant contre des soldats espagnols avec Jacques Weber. Et ce moment incroyable où Cyrano, qui est un peu qui pour Jacques Weber, qui joue le comte de Guiche, Cyrano est une espèce de gueux, dont en même temps Jacques Weber est très jaloux parce que il voit bien son panache. Et Cyrano, lui, il méprise un peu Jacques Weber, qui est une espèce de vieux comte qu'il prend pour un salonnard en bas de soie, mais pas quelqu'un comme lui, capable de solitude magnifique et de courage. Et il y a un moment dans ce film où ils sont tous les deux dans la bataille à se débattre avec des Espagnols furieux et à donner des grands coups d'épée. Et Jacques Weber, à un moment, a la joue ensanglantée. Ils sont à quelques mètres et Cyrano le regarde, les deux se regardent. Et là, les deux comprennent qu'ils se battent pour la même cause et qu'au fond, ils ont en eux la même noblesse. Et ça, c'est une scène sublime. Et donc, moi, quand j'étais enfant, je rêvais plus d'être Cyrano que d'être président de la République. On y va? Allez. Ce drugstore. C'est vrai que c'est rigolo d'être venu ici. On l'avait jamais fait dans l'émission. Allez, allons-y. J'espère qu'on va pouvoir retrouver la voiture rapidement. Je ne sais pas si c'est un lieu encore très fréquenté par les Parisiens, le drugstore. Est-ce que les Champs-Élysées sont encore fréquentés par les Parisiens? Je ne sais pas. Il n'y a plus beaucoup d'adresses valables sur les Champs-Élysées. Il y a un resto danois très bien qui s'appelle Flora Danica, qui est un resto de saumon. Et sinon, tout le reste, c'est des boutiques pour les touristes, effectivement. Regardez, c'est vite. Bon, en même temps, ce soir, c'est normal. Hein. Oui, on ne s'attend pas à avoir une foule en délire. Je vous laisse remonter de l'autre côté. Allez. Merci, monsieur. Je vous ai dit que vous avez un peu d'eau sur le côté, si vous voulez. Vous mettre à l'aise. Ouais, c'est gentil. Écoutez, ça va pour l'instant. J'ai ceci. Ouais, très bel objet. Ouais. Le grand amour. Alors, faut dire, j'ai pas pu le finir parce que je l'ai reçu hier soir tard. Ah bon, comment ça se fait? Bah, parce que je l'ai pas reçu assez vite. D'accord, je me plaindrai. Voilà. Donc, je préfère vous le dire. Voilà, j'ai bien avancé, mais j'ai pas pu le finir. La fin est très importante pourtant. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez l'honnêteté, vous le faisiez, vous, quand vous étiez à la télé, de dire que vous aviez pas lu le livre? Bien sûr que non, mais en même temps, certains livres étaient tellement illisibles que ça aurait été me sadiser, me faire du mal que de les lire en entier. Donc non, mais la technique, tout le monde la connaît. Vous cornez le livre et vous... Et vous faites comme s'il avait été lu. Il y a beaucoup de livres que je lis en entier pour des émissions. Alors pour le coup... Mais c'est quand ils le méritent, sinon je ne les lis pas en entier. C'est pas du tout pour ne pas aller au bout, parce que je vais aller au bout, je le trouve passionnant, vous écrivez extrêmement bien. Alors merci. C'est vous sur la photo là? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous faites au milieu de cette prairie, au pied de cet arbre? Eh ben, je cherche le grand amour. Et en même temps, elle est bien choisie. Le grand amour... Et je le rencontre en même temps dans la nature, voilà.
On parlait vous me demandiez enfant, etc. C'est ce jardin du Jura, c'est toujours le même, dans lequel je rêvais de ces batailles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, le grand amour, c'est en même temps aussi... vous savez, les Grecs, ils utilisent le même terme pour la nature et pour Dieu. Et donc, pour moi, l'amour, c'est à la fois l'amour au sens où tout le monde l'entend, l'amour sentimental, mais c'est aussi l'amour de Dieu pour les hommes, l'amour de la nature, l'amour que la terre nous adresse et qu'on ressent en retour. C'est ça pour moi aussi. Donc, c'est un peu ce que j'ai voulu dire avec cette photo, peut-être... un peu énigmatique. Je la trouve intéressante parce qu'il y a le grand amour, il y a aussi une trame, c'est la grande solitude. C'est soit le grand amour, soit la solitude, et il n'y a rien, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit l'un, soit l'autre? Non, je dirais pas ça. C'est ce que je ressens, moi, quand je vous lis. Oui, mais parce que... Grand amour ou rien, grand amour ou seul. Ça, bien sûr. J'ai toujours eu un peu de mal à comprendre les gens qui se... satisfaisait de couples sans amour. Souvent, d'ailleurs, ça tient pas, c'est horrible, ça se voit, c'est voilà. Ce qui est vrai, c'est que ce livre, j'ai hésité, par exemple, à le titrer La quête d'absolu, parce que j'ai tendance à chercher effectivement des grandes choses. Alors ça peut rendre malheureux de viser la lune tout le temps, mais je sais pas trop faire autrement. Donc voilà, le grand amour. Mais la grande solitude, non, je dirais pas ça. Quand on écrit, d'abord on a besoin d'être seul. En tout cas, moi c'est mon cas. J'ai beaucoup de mal à écrire pour un livre s'il y a d'autres gens dans la pièce. Parce que c'est un dialogue direct avec le lecteur. Et donc, moi, c'est un livre que j'ai écrit qui est très intime. Au moment de valider l'envoi du livre chez l'imprimeur et donc sa publication, j'étais un petit peu angoissé, donc j'ai essayé de penser à autre chose. Mais en même temps, c'est une manière pour moi de dialoguer directement avec les lecteurs, sans masque et sans retenue, pour partager avec eux ce dont je parle dans ce livre. Et c'est pour ça peut-être qu'il s'en dégage une impression de solitude ou quelque chose comme ça. C'est parce que je suis seul dans la pièce quand j'écris et je veux rencontrer l'autre dans son individualité, pas dans la multitude. Vous le dites assez régulièrement. Les autres vous ennuient, tout le monde vous ennuie. Vous trouvez personne intéressant. Oh, c'est pas vrai. Un peu. Si on relit, je pense qu'il y a beaucoup de moments où vous le dites. C'est pas vrai, mais ce qui peut m'emmerder effectivement, c'est un certain conformisme. Et j'observe que pas mal de gens oublient de ne pas être des clones, ou alors se complaisent en fait dans un statut de clone. Dans ma génération, par exemple, je suis très frappé de voir, y compris par exemple dans mon milieu d'avocat, l'extraordinaire similarité entre les gens. Ils s'habillent de la même manière, ils écoutent les mêmes émissions le matin, ils habitent le même arrondissement, ils partent aux mêmes endroits aux vacances, ils se marient au même âge, ils font des enfants au même âge, leurs enfants portent les mêmes prénoms, ils les mettent peu ou prou dans les mêmes écoles, ils font des dîners où ils racontent tous la même chose. Je me dis, mais la vie, pourquoi pas? C'est ce que j'écris aussi, je dis, à la limite, s'ils sont heureux comme ça, si ça leur va très bien, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance à me crisper. D'ailleurs, oui, mais je vois, par exemple, j'ai vu vos chaussures, vous avez des chaussures de marque. Ouais, j'ai les mêmes, j'ai les Autry que tout le monde a, c'est vrai. Mais d'ailleurs, du coup, faut que j'en change. Mais regardez, par exemple, je cite, je peux le citer ou pas, Bret Easton Ellis au début du livre. Ça va traduire ce dont je viens de parler. Ouais. Il écrit dans Lunar Park, et donc j'en ai fait un des deux épigraphes du livre. Il dit, quand nous nous sommes assis pour dîner, j'ai fait l'inventaire des personnes qui se trouvaient dans la pièce, et ce qui restait de ma bonne humeur s'est évaporé quand j'ai constaté combien j'avais peu de choses en commun avec eux, les papas à carrière, les mamans responsables et zélées, et j'ai rapidement été envahi par la terreur et la solitude.
Déjà, je trouve cette phrase très drôle. Tiens, je crois que je crois qu'on se rejoint entre mes questions et votre réponse. Je trouve cette phrase très drôle et c'est vrai que parfois, dans certains contextes, voilà. Mais de dire que les gens m'ennuient, non, c'est pas ça. C'est que j'ai la chance, je le dis humblement parce que je n'y suis pas pour tant que ça, mais quand on fait un métier comme avocat ou quand on touche plus ou moins aux médias, à la politique, etc., on rencontre aussi des gens parfois avec lesquels on s'amuse vraiment. Donc moi, il y a des clients que je trouve vraiment à crever de rire, alors que c'est des gens qui se mettent dans des situations invraisemblables, mais que je trouve géniaux. Et je parle pas de gens ni célèbres, ni riches, etc. C'est pas du tout le sujet. Des gens tout à fait modestes, etc. On rencontre des personnalités très amusantes, et donc c'est vrai que parfois le contraste, voilà. Mais non, dire que je m'ennuie, etc. Non, c'est pas vrai. Peut-être que, enfin, c'est pas exact. Je ressens pas ça. Le grand amour, vous dites que vous le cherchez. Est-ce qu'il est quasiment inaccessible lorsqu'on est homosexuel? Ou beaucoup plus difficile à trouver? Ouais, je l'ai souvent pensé. D'abord, vous le découvrirez en lisant ce livre. Moi, comme Finkielkraut dit ça pour lui, et je reprends à mon compte, je suis aujourd'hui un monogame comblé. J'adore cette expression. Donc moi, je pense avoir trouvé le grand amour, en l'occurrence. Ça n'est pas l'unique propos de ce livre, ce serait très impudique, mais oui. Ça répond un peu à votre question. Donc je pense pas que ce soit difficile, mais que ce soit impossible, mais ce qui est vrai et dont je parle dans mon livre, et qui est à mon sens un thème pas très traité, donc je suis pas mécontent de l'avoir traité, c'est que on a fait beaucoup de progrès en très peu de temps sur cette question-là, sur la question gay. Il y a un excellent livre d'ailleurs d'un auteur qui s'appelle Didier Ribon, qui s'appelle Réflexions sur la question gay, très intéressant, pour comprendre énormément de mécanismes sociaux sur la communauté gay, sur le repli communautaire de certains gays, sur beaucoup de choses comme ça. Et moi, je pense qu'à mon âge, j'ai 35 ans, je suis un peu la dernière génération qui a connu, en tout cas en France, en Occident, le rejet des homosexuels. Et c'est moi, quand j'avais 20 ans, c'était beaucoup moins simple et facile d'être gay qu'aujourd'hui pour quelqu'un qui a 20 ans. Et je ressentais, y compris parmi des milieux tout à fait soi-disant libérés, bobos, sympas, etc., je ressentais une forme de rejet. Et je ressentais aussi, et j'ai vécu aussi, c'est un des thèmes de mon livre, à mon avis un thème tout à fait universel celui-là, qui est celui des amours manqués. Parce que certains garçons, pour dire les choses comme elles sont, pour lesquels j'éprouvais des sentiments quand j'avais 20 ans, 18, 20 ans, 25 ans, et qui eux-mêmes, je le savais, je le sentais, je le voyais, en éprouvaient pour moi, y compris certains avec qui les choses ont pu se réaliser. En réalité, parce que la société était telle qu'elle était à ce moment-là, parce que les familles étaient telles qu'elles étaient, concrètement, comme on dit un peu vulgairement, ils assumaient pas. Et donc, ils restaient sagement, soi-disant, hétérosexuels, etc. Et ça a détruit, je le dis tel que je l'ai vécu, ça a, je pense, détruit certaines histoires d'amour que j'aurais pu vivre. Et donc ça, c'est un des thèmes dont je parle, parce que c'est, à mon avis, quelque chose qui a été vécu par beaucoup d'homos, de personnes homosexuelles, je sais pas comment dire ça. J'observe que depuis très peu de temps, ces choses-là ont changé, et je vois très bien qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont aujourd'hui 18-20 ans, c'est très différent, et l'acceptabilité, l'acceptation, la normalisation de ça est beaucoup, beaucoup plus forte qu'avant. Donc je pense que ce que vous dites était un peu vrai avant, l'est moins aujourd'hui. À droite, dans votre camp politique, on récrimine souvent un possible lobby LGBT dans la société, dans les écoles. Est-ce que vous trouvez que c'est vrai? Non, c'est le cas et que ça existe. À distinguer. D'abord, je pense, ça je vais peut-être, je vous le dis sans langue de bois, je pense qu'il peut y avoir une certaine solidarité parfois, parce qu'il y a une certaine entente spontanée qui peut se faire parfois dans un certain milieu gay,
parce que on est un peu tous dans le même bateau et j'imagine comme d'autres partagent d'autres choses, les cathos entre eux, les mères de famille, des gens qui ont comme ça des traits communs qui impliquent des choses assez fortes individuellement. Parfois, il peut y avoir une espèce de solidarité intuitive. Mais enfin, c'est pas une franc-maçonnerie non plus, parce que il peut y avoir aussi des détestations très fortes. Donc voilà. Ouais. Mais moi, j'ai pu parfois ressentir ça. Le côté un peu tous dans le même bateau. Ensuite, le milieu LGBT dénoncé par ceux que vous décrivez, à mon avis, ça va plus être l'offensive de certains militants qui vont demander à ce que des drag queens lisent des contes en écriture inclusive aux enfants dans les écoles maternelles. Et ça, j'avoue que moi, je suis pas emballé par ce genre de projet et que je peux rejoindre, y compris la droite vendéenne, sur ce type de sujet. Je pense qu'il y a plusieurs choses à distinguer. Ouais, ce nouveau militantisme LGBT, queer, est-ce que vous vous sentez représenté ou pas? Ou non, vous en êtes très loin? Ça dépend. Quand il n'y a pas d'excès tel que celui que je viens de décrire. Oui, mais d'ailleurs, je sais pas, moi, je suis pas dans les écoles pour savoir si ça existe vraiment. Mais... Ça existe quand même, ça a existé. Il y a eu quand même des vrais cas. Je parlais de la droite vendéenne, parce qu'en l'occurrence, il y avait eu un projet comme ça en Vendée, ce qui était un peu étonnant. Mais c'est quand même ce militantisme qui a fait que le progrès que j'ai décrit il y a un instant s'est produit. C'est parce qu'il y a eu des militants un peu énervés que les choses se sont normalisées et qu'on a arrêté de rejeter les gays et de les insulter, etc. Donc, il est utile ce militantisme. Simplement, il doit pas. C'est un peu comme le féminisme, c'est un peu comme l'antiracisme, c'est comme tous ces militantismes-là. Ils sont utiles jusqu'à temps qu'ils ne basculent pas dans l'excès et dans la détestation de l'autre. Donc, tant qu'ils sont pas excessifs, à mon sens, ils sont nécessaires. Ce sont des sujets assez sensibles. Est-ce que c'est votre marque de fabrique, vous reculez devant rien, vous répondez à tout, vous avez un avis sur tout, tout le temps? Je vous ai dit, j'ai 15 ans, si ce n'est 20 ans de métier dans ce domaine. Oui, mais est-ce qu'il y a un sujet où vous n'avez pas d'avis? Je suis surentraîné. Non, il y a des sujets sur lesquels... bien sûr. J'en sais rien, je sais pas. Il y en a plein sur lesquels je me sens pas du tout compétent et sur lesquels j'évite de m'exprimer. Bien sûr, je sais pas, les questions d'éducation, par exemple, je vous prends un exemple parmi mille. Je ne suis pas spécialiste, je vais pas déblatérer sur la meilleure manière d'apprendre à lire aux enfants ou de faire les programmes scolaires. Bien sûr, il y a plein de questions sur lesquelles j'ai rien à dire. Dans ces cas-là, je m'abstiens volontiers. On arrive dans un des lieux où vous vouliez qu'on aille, dans un restaurant. Voilà. Alors, vous m'avez demandé 3 lieux. Nous arrivons dans un restaurant qui s'appelle Chez Georges, qui est un restaurant que j'aime bien à Paris parce que ça n'est pas un restaurant où l'on mange des graines et du tofu. C'est un restaurant où l'on mange des frites, de la viande, des rillettes, dans une ambiance joyeuse et braillarde. Et donc, je trouve cette adresse très sympa. Chez Georges. Voilà, déjà, regardez la devanture. C'est totalement vintage. C'est totalement vintage. Vous avez je sais pas comment on appelle ça. Comment on appelle ces rideaux tricotés là? Bon, enfin bref, le nom m'échappe. Et alors, par contre, c'est recommandé par tous les guides. Donc, par le Figaro, d'ailleurs. Je n'emmène pas le lecteur même par le Figaroscope. Donc, je n'emmène pas le lecteur du Figaro dans une adresse bidon, loin de là. Pardon, excusez-moi. J'espère en revanche qu'on va s'entendre parce qu'il y a beaucoup de monde. Pardon, excusez-moi. Bonjour. Allez, Laurent. Allez, pardon. Pardon, excusez-moi. Bonsoir. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On nous a dit qu'on pouvait se mettre au bar. Bien sûr. Ah bah c'est parfait. Où est-ce qu'on peut se mettre met là? pour pas vous gêner? On est au bar? D'accord. Je sais pas. Bonsoir, madame. Je suis désolé, on est un peu envahissant. Ils peuvent pas nous asseoir quelque part? Je sais pas si on peut, je pense qu'ils sont complets.
C'est ça le souci. Camarades, c'est sympa de nous accueillir. On prend pas trop de place. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bonjour. Ça va? C'est pas gênant ou pas? Jean-Gabriel, qui est le taulier de cet établissement remarquable. Il n'y a pas de maquillage pour moi. Hein? Pas de maquillage pour moi. Pour moi non plus, tu vois. Tu veux boire quelque chose? Est-ce qu'on boit quelque chose? Oui, on a on le boit droit quelque ou chose. pas? Ah oui, on a le droit. Bah, Faut pas dire ce qu'on boit, c'est ça la question. Tu viens te faire un malin plaisir de prendre le droit. Bah avec plaisir alors. Ce qui te paraît bien. Tu me dis champagne, whisky, marron. Du vin, non? Ouais. Vin rouge? Non? Allez, on fait ça. Bordeaux, Bourgogne. Bordeaux, t'as quoi en Bordeaux? Gros Hermitage, j'ai Bordeaux. En Bordeaux, j'ai Grande Abbesse, Saint-Émilion. Ce qui te paraît bien. Gros Hermitage, c'est bien? Non? C'est épicé, solaire. Sinon, j'ai Chaumard, Rouge Caillou. J'ai Bourgogne. Gros Hermitage, c'est bien. Vous êtes deux? On est 2 ou 3, non? Ou trois? Trois? 3. Il a fait un petit geste, Riyad. C'est-à-dire, il parle pas, mais il boit quand même. Ils savent vivre. Au Figaro, ils savent vivre. Exactement. Vous savez, c'est un peu comme la femme de Colombo. On en parle tout le temps de Riyad, mais on le voit jamais. Merci beaucoup. J'arrive. Vous êtes 4? C'est vivant. C'est pas grave. Je te prépare C'est une la table dans 2 magnifique minutes. adresse. Regardez là. Je sais pas si on voit la déco du lieu, etc. C'est un endroit qui est resté complètement lui-même. Vas-y, tu me le mets rapidement. Vous sentez? Un con au succès de votre journal. Et à votre succès en tant qu'avocat et politique. On va y venir, je vous promets qu'on va y venir. Bon alors, non mais, vous êtes un bon vivant coûte que coûte. Regardez Ah, ce bah qu'on voilà. nous donne. Ah, merveilleux, magnifique. Merci beaucoup. Vous êtes un bon vivant coûte que coûte. J'en prends un peu, hein, c'est pas gênant. Bah non, pas du tout. J'ai vu que Frédéric Tadei vous avez emmené manger du caviar, il s'est fait On est plaisir. sur un autre genre. Ouais, un bon vivant coûte que coûte, oui. Pourquoi pas? Vous n'avez pas envie de vous essayer au véganisme, par exemple? Non. Alors maintenant que j'ai un peu pris en âge, je suis obligé de faire quand même un peu plus attention qu'avant. Donc, je surveille quand même un peu plus. Mais en pour même vous, temps, c'est quasiment, quand vous en parlez, pardon madame, quand vous en parlez, c'est quasiment criminel, quoi. non, je m'en fous, les gens font ce qu'ils veulent. S'ils veulent être vegan, etc., c'est leur choix. J'ai pas de critique à faire là-dessus. Mais qu'est-ce qui vous gêne dans cette société, cette volonté, pourquoi pas, de manger moins de viande, de faire attention à son corps? Mais grand bien leur face, quand j'arrive dans un des restaurants du 11e arrondissement de Paris où m'amènent mes copains bobos, où il y a à manger 3 bouts d'algues confites au soja, c'est vrai que j'ai du mal. J'ai l'impression que je n'ai pas dîné. Donc je préfère des adresses et des cuisines plus authentiques, c'est vrai. Vous êtes un anti-écolo? Non, pas du tout. Pas du Si. tout, mais je suis contre. Non, je suis conscient, comme tout le monde, du désastre. Je pense simplement que la punition idéologique n'est pas nécessaire. C'est-à-dire, je suis pour prendre des mesures qui aient un vrai impact. Si c'est pour prendre des mesures qui, en fait, visent juste à embêter les gens, mais sans bénéfice, ça me paraît absurde. Par exemple, j'ai là fort récemment, autour de Lyon, une interdiction de faire du feu dans la cheminée a été décidée, mais sur des dizaines de communes. Parce que, soi-disant, les feux dans les cheminées polluent trop. Comme si c'était les feux dans les cheminées des habitants de la région lyonnaise qui allait changer quoi que ce soit au réchauffement climatique pendant que les Américains on perfore leur sol pour prendre du gaz de schiste. Donc ce genre de truc, par exemple, je trouve ça débile. Je suis pour faire des choses utiles, oui, décarboner, etc., tout ça, bien sûr. Mais en revanche, faire des mesures cosmétiques, prendre des mesures cosmétiques pour plaire à une idéologie, Vous dites que c'est quasiment trouve ça un dommage. Parfait, merci. Ouais, c'est bon.
Vous dites que c'est quasiment un nouveau totalitarisme. Oui, parce que ça se traduit par des interdictions concrètes. Regardez, moi, par exemple, je conduis un scooter à Paris quand il pleut pas comme ça. Excusez-moi, j'ai un scooter thermique. J'ai un scooter à essence, j'y tiens. Je trouve ça agréable. Enfin, c'était agréable de conduire dans Paris un scooter à essence. Voilà. Je n'ai plus le droit de le faire en fait. Parce que les dernières règles en vigueur, en réalité, m'en empêchent parce que ça devient trop cher, parce qu'on prend des amendes, parce que ceci, cela, etc. Donc je pense que toutes ces interdictions finissent effectivement par nous atteindre dans notre vie quotidienne. Si vous habitez à la campagne et que vous n'avez plus le droit de faire du feu dans la cheminée, en ville aussi d'ailleurs, mais bon, vous êtes atteint dans votre liberté. Si vous surpayez un billet d'avion parce que des militants énervés ont décidé d'édicter des taxes, je vous le dis comme je le pense, juste pour faire chier les riches ou juste pour faire chier les gens qui prennent l'avion, et ben à ce moment-là, vous êtes entravé dans votre liberté. Donc, je suis contre les entraves à la liberté. Je suis pour décarboner à mort, prendre des vraies mesures fortes sur le plan écologique, mais si c'est juste pour embêter les gens dans leur vie quotidienne, non. La liberté, vous en parlez tout le temps. C'est un mot que vous avez tout le temps à la bouche. Oui. C'est la valeur la plus importante? Bien sûr, mais bien sûr, et Bien toutes sûr. les sociétés qui ont poursuivi prioritairement d'autres valeurs que la liberté ont été des sociétés malheureuses. C'est tout l'exemple du XXe siècle. En URSS, on poursuivait l'égalité comme objectif suprême et ça a été la torpeur et la désolation la plus absolue. Aux États-Unis, dont on parlait tout à l'heure, on poursuit la liberté et bon an, mal an, c'est une société prospère où les gens sont beaucoup plus... où globalement, les gens sont beaucoup plus riches que nous, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oui, moi, je pense que pour moi, c'est la valeur sainte, c'est la valeur de départ. Après, on peut lui donner des définitions. Oui, parce que la liberté jusqu'où, hein. si vous voulez, elle peut pas être sans limite. On peut lui donner des versions différentes, des définitions variées. Moi, je suis pour une définition très basse de plafond de la liberté. Je pense que la liberté, elle est très basique, elle est de foutre la paix aux gens. On fout la paix aux gens, on les laisse créer leur boîte, percevoir leur salaire, faire ce qu'ils veulent, on les laisse vivre et voilà. Les libertés telles que par exemple aux États-Unis, par exemple, c'est un grand débat. Les démocrates ont une approche différente, ils sont plus sur la liberté, mais c'est un très vieux débat philosophique et politique. Hein. Ils sont pour la liberté qui émancipe, c'est-à-dire en fait la liberté sous forme de droit, c'est-à-dire qu'on va vous dire que le fait de, je sais pas moi, d'avoir une allocation pour le logement va être une liberté parce que vous pouvez, etc. Moi, pour une définition bête et méchante, parce que quand on va vers une définition qui finasse sur ce terme, on finit par justifier n'importe quoi. Vous savez, moi, ça m'est arrivé. Je vous donne un exemple, un peu caricatural, mais il est fréquent maintenant que, pour revenir au début de cette interview, il est fréquent que dans des dossiers de droit pénal, des juges jettent en prison des gens en leur disant que c'est pour les protéger. Ça arrive parce que les gens sont pris dans des affaires criminelles, etc. Et donc, s'il y a des risques de représailles, on incarcère quelqu'un en lui expliquant que c'est pour le protéger. Eh ben, c'est un peu caricatural comme exemple, mais c'est l'exemple qui me vient parce que je pense que parfois, on présente comme des libertés des choses qui en réalité sont des aliénations. Donc, je suis pour la définition basique de ce terme. La liberté, c'est une valeur de droite? Clairement, aujourd'hui, je pense que c'est une valeur de droite, oui. Pourquoi? Parce que
Parce que c'est toujours, vous avez dit aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a eu une période où c'était pas le cas. Il y a eu des périodes où c'était pas le cas. Les libertés émancipatrices. Non, il y a eu des périodes quand la gauche décrochait des vrais progrès sociaux. C'est elle qui allait conquérir des libertés, évidemment. Dans l'époque actuelle, j'ai plutôt l'impression qu'effectivement c'est une valeur de droite parce que c'est la droite qui est contre la confiscation fiscale, c'est la droite qui est contre les interdictions bêtes et méchantes au nom de l'écologie, c'est la droite qui considère qu'il faut foutre la paix aux individus. Et pour moi, la liberté, ça consiste à foutre la paix aux individus. Donc, dans l'époque actuelle, c'est plutôt une valeur de droite. La politique. Ne vous en déplaise. Non, mais ça ne me déplaît pas du tout. Si, un petit peu, je le sens. C'est parce que Un vous peu. avez dit que je faisais l'avocat du diable. Vous Un pouvez peu. dire n'importe quoi, je dirais l'inverse. Je Pour sens essayer de vous challenger. que vous êtes à contre-courant au Figaro. Je sens qu'on a un cheval de Troie au Figaro. Mais ça, c'est parce que vous êtes complètement dans la ligne du Figaro, donc je vous challenge, vous voyez, je vous pousse à développer votre propos. Pas surtout. Vous voyez? Mais je lis toute la presse, moi. Mais notamment le Figaro. Vous voulez que j'ai des problèmes avec mes patrons ou quoi? Alors, ils sont lucides. La politique. Qu'est-ce que vous disiez? Oui. On n'a pas parlé directement, mais fondamentalement, votre but dans la vie, votre objectif dans la vie, c'est d'être un homme politique. À long terme, oui. Après, à long terme, mais en même temps, ce qui est terrible, c'est que, mais j'ai de la chance en même temps. J'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais comme avocat. J'adore ce que je fais dans les médias. J'adore être éditorialiste. Ça peut vous sembler neuneux, mais moi, je trouve que c'est un job absolument passionnant. Je trouve ça, je vous le dis très naïvement et très basiquement, je trouve ça absolument génial et poilant de débriefer l'actualité, de la mettre en perspective, de donner mon avis, de débattre sur le fond, sur la forme, etc. C'est un truc que je trouve absolument poilant. J'adore faire de la radio. Je participe, comme vous le savez, à une émission toutes les semaines qui s'appelle Les Grandes Gueules, qui est une magnifique émission de liberté d'expression. J'aime l'exercice, j'aime le studio de la radio, j'aime voir s'activer les techniciens autour, j'aime l'effervescence de la production. Tout ça, ça me passionne. Mais la politique... Donc, je suis pas non plus pressé. Oui. Et c'est là que je veux en venir. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est que je suis pas pressé de rentrer dans un système où, en fait, maintenant la politique c'est devenu un truc très sacrificiel. Vous êtes suspecté de tout, vous êtes moqué en permanence partout. Vous êtes perquisitionné à 6h du matin. Votre vie privée est étalée sur des boucles WhatsApp. En plus de ça, dans l'ensemble, vous n'êtes pas toujours bien payé. Du coup, vous vous rattrapez, moi je pense qu'il faut tous les supprimer, sur des avantages en nature d'un autre temps. Le chauffeur, le logement de fonction, le titre ronflant. Vous êtes là, vous accrochez à votre mandat. C'est pas Jojo la politique aujourd'hui. Ça fait pas envie, ça fait pas rêver. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plus grand monde. Vous savez, j'étais il y a pas longtemps, je suis allé faire un petit tour à l'Assemblée nationale. Oui. Et donc j'ai vu les uns et les autres, les actuels députés, présidents de groupe, etc. Et je me disais, mais mon Dieu, mais où sont les grands hommes, honnêtement? Alors ça fait un peu réac. Oui, ça fait un peu une tarte à la crème, ça. Voilà, le niveau a baissé. Tarte à la crème, hein. Non, mais le niveau a vraiment baissé. C'est tellement réel. Mais aujourd'hui, vous les voyez vraiment, les grands hommes qu'il y a dans les livres d'histoire, vous trouvez qu'on les voit dans l'Assemblée nationale? Je suis désolé, non. Et je dis pas ça pour jeter l'opprobre sur les députés, parce que je sais que c'est très dur d'être député, que c'est que c'est un acte de dévouement et de sacrifice aujourd'hui d'être un élu. Mais ça n'attire plus les grands personnages de la politique. Donc je suis pas pressé d'aller vers un truc qui attire si peu, même si je reconnais qu'à long terme, effectivement, si je ne tente pas la politique, je serai
j'aurais l'impression d'avoir raté quelque chose. Il y a une psychologie de l'homme politique. C'est-à-dire qu'il faut être persuadé d'être la personne qu'il faut, d'être d'une certaine manière le sauveur. Ça veut dire que vous avez ça en vous. Non. Et si vous n'avez pas ça en vous, pourquoi vous vous engagez? Non, mais... Il faut être persuadé que vous êtes le meilleur. Et que c'est vous qui allez sauver le pays, non, vous mais ça, sauvez la ville, vous sauvez la circonscription dans laquelle vous êtes élu. En tout cas, il faut être très patriote et très convaincu, ouais. Ça, c'est sûr. Ça veut dire que vous sentez les capacités d'un homme politique? Alors, je sais pas, parce qu'il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup. Il faut beaucoup d'énergie. Il faut beaucoup de désintéressement. Il faut beaucoup d'empathie. Il faut une empathie vraiment au sens... un intérêt très profond pour les problèmes des gens, les gens eux-mêmes, etc. Il faut énormément de qualité pour être un grand homme politique. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les hommes politiques et les femmes politiques. Il faut aussi être convaincu de ses idées. Mon idée, c'est que la France a besoin de vous, d'un programme thatcherien. Je pense effectivement qu'on est un pays qui ne travaille pas assez, qui est trop accro à la dépense publique, qui prélève trop d'impôts, qui entrave trop les libertés des gens et qui ne se bat plus pour être un grand pays, respecté dans le monde et avec de l'innovation, de l'excellence, de l'ambition. Et je pense en même temps que ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que je pense qu'on a par contre le potentiel pour tout ça. Je pense qu'on a un potentiel incroyable, un héritage incroyable et une énergie dans le pays énorme. Je le vois beaucoup par exemple chez les jeunes en province, plus en province qu'à Paris, parce qu'à Paris tout le monde est un peu déprimé, etc. Mais en province, on voit bien, sauf dans, ça dépend des endroits, il y a des endroits qui sont un peu meurtris, avec de la désertification, etc. Mais il y a des endroits très dynamiques où on sent cette énergie, notamment chez les jeunes. On sent une vraie envie d'en découdre, etc. Donc je trouve que c'est mal exploité et que la France pourrait, sans tant de difficultés que ça, rester le grand pays qu'elle était avant. Vous dites que vous-même, dans votre livre, que quand vous avez de l'argent, vous desséchez, vous ramollissez. Est-ce que vous trouvez, et c'est la suite logique, c'est que si on est trop assisté, on ne crée rien. Vous trouvez qu'on est trop assisté? Est-ce que c'est vrai, ça? Assisté, je ne sais pas si c'est le terme. Je pense que on a eu tendance un peu à perdre le goût du travail, à diaboliser le travail, qu'on est un peu miné par un manque d'ambition, franchement. Je pense qu'on a eu tendance à se ratatiner alors qu'on est un peuple de conquête, un peuple de grandeur, un peuple de résistance. Et donc moi, je comprends pas pourquoi on est là avec nos 4 jours par semaine, notre semaine de 4 jours et notre télétravail. Je pense qu'on doit se retrousser les manches, sinon, qu'est-ce qui se passera sinon? Ça continuera pas comme ça. Ce qui se passera tout simplement, c'est qu'on passera sous domination chinoise définitive et qu'on sera plus un grand pays. Et regardez sur la scène internationale. Vous trouvez que la France est très écoutée sur la scène internationale? Vous trouvez que sur le conflit en Israël, on a été particulièrement entendu? Oui, mais est-ce qu'il y a un lien qu'en entre Ukraine, le Français qui essaye de travailler, de gagner sa croûte, c'est global. Et qui manque, comme Mais vous c'est dites, peut-être global, d'ambition? c'est Quel est le global. rapport avec le poids de la France à l'international? C'est global. Vous trouvez qu'en Ukraine, on a été écouté? On n'est plus écouté. En vrai, J'ai du mal à saisir le rapport. Eh ben, c'est tout simple, c'est que quand on est un grand pays, dynamique économiquement, conquérant sur le plan culturel, commercial, quand on est un pays diplomatique, quand on est un pays ambitieux, on finit par être un peu plus écouté. Et d'ailleurs, je pense que les Français votent plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand ils votent Sarkozy en 2007, c'est quand même un peu pour renouer avec une forme de prospérité économique. Ils votent pour le modèle américain. En réalité, quand ils votent Sarkozy 2007, ils votent pour le modèle américain. Après, comme c'est un peuple qui a soif de justice,
Ils votent pour Hollande parce qu'il y a un moment où Sarkozy, ils en ont marre, etc. Quand ils votent Macron, ils votent quand même pour un banquier, officiellement quand même assez libéral, et qui rendrait jaloux tout homme de plus de 25 ans. En gros, quand même, Macron, beau gosse, brillant, président de la République à 39 ans, c'est un peu agaçant pour beaucoup de gens. Ils votent quand même pour lui. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent envoyer le message au monde que la France est encore dans le game, qu'elle entend encore se battre, qu'elle a encore de la jeunesse, du dynamisme, qu'elle n'est pas contre l'économie, etc. Je pense que les votes des Français, regarde bien, sont souvent des votes assez optimistes et volontaristes. Donc cette énergie, elle est là, elle est un peu entravée par une certaine fonction publique, la haute fonction publique, par une espèce de mollesse en haut, de mollesse cégétiste aussi, d'un état d'esprit parfois un peu défaitiste, mais elle a ce potentiel. Et donc, moi, si un jour je dois retrouver l'engagement politique, ce sera pour essayer de libérer ce potentiel. En étant thatchérien. Oui, on en a besoin. Et ça, c'est pas facile à vendre aux Français. On est le pays le plus taxé du monde. Vous croyez que vous pouvez vous faire élire en proposant un programme thatchérien ? Fillon a failli être au second tour. Hein. Non. Pour l'instant, votre engagement, il s'est soldé par un échec. Et en même temps, j'ai trouvé que vous aviez un courage. D'échec en échec. Oui, mais vous avez eu du courage parce que vous êtes allé au bout. Au bout de l'échec. Oui, j'ai voulu. Effectivement, j'ai été candidat aux législatives. Oui, en 2022, après avoir soutenu Valérie Pécresse à la présidentielle. J'ai accompagné la chute de Oui, c'est vrai, Valérie on en a parlé tout à l'heure. Non, mais. Ouais, c'est un truc qui me turlupine, qui est là et vers lequel je retournerai à un moment donné. Être allé devant les Français, les urnes. Être quoi, pardon ? Aller devant les Français, soumettre au choix des urnes. Qu'est-ce que ça vous a fait ? Est-ce qu'il y avait une pression, un stress nouveau, une rencontre avec des gens que vous auriez jamais... Une législative, c'est très particulier parce que, d'abord, c'est devenu une élection d'étiquette. Oui, c'est-à-dire comme LR s'est planté à la présidentielle, vous saviez que vous allez perdre. C'est devenu une élection d'étiquette. Soit vous avez une bonne étiquette et vous avez des chances, soit vous n'avez pas la bonne étiquette et c'est très difficile. Ensuite, c'est un exercice très étonnant où vous vous mettez à la disposition des gens. Donc c'est à vous de doser la chose, mais globalement, vous êtes à la merci des demandes diverses et variées. C'est un exercice extrêmement enrichissant parce que vous rentrez dans des problématiques, des parcours, des profils qu'effectivement vous n'avez jamais rencontrés. Mais là où moi j'ai pas été particulièrement surpris, c'est que comme avocat, vous faites déjà ça. Quand vous êtes avocat, et notamment si vous faites du pénal, vous êtes aux prises vous êtes au contact de réalités que vous soupçonniez pas. Donc, pour moi, la démarche n'est pas complètement différente. On y va ? Allez, où est-ce qu'on va ? Ah oui, on va. Oui, mais on en a déjà beaucoup parlé, mais bon, c'est pas grave. La justice. On a parlé de votre rôle d'avocat, pas vraiment de la justice. Tiens, on paye ou pas, vous pensez ? C'est le Figaro qui paye ? Je sais pas, est-ce que vous êtes assez proche pour vous faire inviter ? Je sais pas, il faut quand même qu'on leur demande. Oui, on va leur demander. On n'a pas parlé vraiment de votre... En attendant qu'ils reviennent. Votre carrière médiatique. Ouais. Comment vous êtes retrouvé à la télé, en fait ? Enfin, ou à la radio ? Alors, quand j'avais 18 ans, travailler me démangeait. Combien on vous doit, monsieur ? Et à l'époque, j'adorais la presse déjà, et j'ai créé un petit magazine dont le but était, en gros, de donner la parole à la jeune génération.
ce petit magazine m'a valu un portrait dans la presse. Combien on vous doit? Pour la République. Ouais. Ah bah c'est génial. C'est Ouais. très gentil, Voyez. merci beaucoup. On est bien accueillis. Pour soutenir un des rares libertaires. Ah, vous voyez que mon programme a de l'avenir. Et on n'est pas toujours d'accord, hein, ceci étant. Ah bon? Mais pour ce temps-là, avec plaisir. Bon, merci beaucoup. Bon, on va juste boire un petit coup encore et puis on file. Allez, merci beaucoup. Non, vous me parliez de la télé, après on file, parce qu'après on va se l'appeler. Oui, vous avez et monté un donc, magazine. j'ai eu un portrait voilà, dans la Ouais. presse et ça m'a valu l'attention d'un producteur de télévision qui était en quête de jeunes de nouvelles personnes, de nouveaux chroniqueurs pour certaines émissions, etc. Et j'ai fait mes premières émissions comme ça. Et concomitamment, non pas trop, moi j'en vois plus, parce qu'après je vais être bourré, je vais raconter n'importe quoi. Allez, mettez-lui un peu encore. Et concomitamment à ça, j'ai écrit des articles dans la presse, en l'occurrence sur le site du Point, qui eux aussi m'ont valu d'être invité sur des plateaux. Et donc, de fil en aiguille, si vous aimez ça, si vous tenez à peu Mais près c'est la étonnant route, parce que vous étiez qui, vous étiez quoi, vous aviez fait quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, à l'époque, je vais vous dire, pour Ouais. tout vous raconter. Ça, c'est une leçon que j'envoie aux jeunes. J'avais un titre sur le site internet du Point, qui était, pardon de citer la concurrence, qui était un titre d'invité du Point. Donc, j'avais un titre un peu troisième zone, quoi. Vous êtes invité du Point. Bon. Et j'écrivais quand même toutes les semaines des articles, donc je trouvais qu'ils me gonflaient, donc je me présentais comme éditorialiste au Point. Et donc j'étais invité dans les émissions de télé comme éditorialiste au Point, ce qui avait suscité les protestations Bah oui, de la rédaction du Point. des éditorialistes officiels. Ouais. Mais à l'époque, j'étais soutenu par les directeurs qui trouvaient que, ma foi, les articles que j'écrivais dans lesquels je prenais pas de pichenette, enfin je prenais pas de pincettes, pardon, et qui étaient des articles dans lesquels je me mettais assez en danger, finalement méritait bien que je puisse me présenter comme éditorialiste au Point. Donc c'était en cette qualité Vous êtes retrouvé. que je faisais mes télés, mais mes premières émissions, je les ai faites en tant que directeur du journal que j'avais fondé et qui s'appelait Spring, comme le printemps, la jeunesse, etc. Donc c'était en qualité de directeur de Spring que j'ai fait mes premiers débats. La confiance en soi qu'il faut avoir pour se trouver légitime à raconter des choses qu'on n'a rien fait d'une certaine À manière. l'époque, j'étais très anxieux. À l'époque, j'avais une confiance en moi ça, faible. non, mais J'avais c'est vrai. peur sur les plateaux, etc. Je mourais d'angoisse. Et avant comment de faire vous des pouviez émissions. vous dire, tiens, ce que je vais dire est intéressant et légitime? Mais toute personne a quelque chose d'intéressant et de légitime à dire. Vous abordez n'importe qui dans la rue, c'est ça le miracle de l'humanité. Vous abordez n'importe qui dans la rue, vous le questionnez un peu, il va vous dire un truc intéressant. Toute personne peut le dire. Je vous retrouve au Grande Gueule, Ouais, centre de formation. ouais. Ouais. Non, parce que j'avais déjà fait d'autres émissions. J'ai été repéré par les grandes gueules dans d'autres émissions. Ok, mais là, c'est là que vous prenez une. C'est là que je m'amuse le plus, en tout oui. cas. Ouais. Et c'est là où vous commencez à être connu. Est-ce que c'était. Ah, est-ce que vous pouvez peut-être l'avouer maintenant? Vous aviez envie d'être connu. On vous revoit à la télé. Ouais, peut-être. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est pas non plus l'alpha et l'oméga. Il y a plein d'émissions que j'ai refusées aussi. Encore aujourd'hui. Et pourquoi les Grandes Gueules, c'est là où vous amusez le Il y en a plus? plein que je refuse. Les grandes gueules, j'adore parce que d'abord, ça Vous y dure, êtes toujours. ça dure Vous êtes 3 revenu. heures. Ouais. Donc quand vous avez 3 heures devant vous, vous n'êtes pas dans le même niveau de contrôle que quand vous venez pour 20 minutes. Un peu comme notre émission. Un peu comme maintenant. Vous avez 3 heures, donc Ouais. voilà. Ensuite, on se connaît tous parce que les chroniqueurs sont réguliers. Il y en a des nouveaux régulièrement. Il y en a aussi qui s'en vont. Hein. C'est pas une place acquise, c'est une place qui se mérite. Et donc, il y a une bonne ambiance, il y a une bienveillance mutuelle. Il faut de la bienveillance. Quand j'étais chez Ruquier, chez On n'est pas couché, Oui, on va y venir. je voisinais avec Christine Angot. Là, je peux vous dire, il n'y avait pas de bienveillance. Il y avait à peu près la bienveillance qu'a le tueur pour sa victime. Donc, c'était difficile d'être à l'aise. Alors que là,
aux grandes gueules, il y a de la bienveillance entre les chroniqueurs et avec les présentateurs, les journalistes, animateurs de l'émission. Et puis on balise tous les sujets du moment, tous les sujets du jour en tout cas, et on a une grande liberté de ton. Donc moi, c'est vrai, c'est une émission à laquelle je suis très attaché parce que je m'y amuse énormément. Que vous avez quitté un temps pour aller donc pour faire chez Ruquier parce que c'était pas cumulable, sinon j'aurais continué. Racontez-moi le début. Comment il vient vous chercher? Parce que c'est quand même un poste, à ce moment-là, c'est le poste le plus scruté de la télé en France, presque. Avec le 20h de TF1, quoi. J'avais déjà travaillé avec Ruquier sur une précédente émission qui n'a pas duré très longtemps, qui s'appelait L'émission pour tous, à laquelle j'avais été envoyé par ce producteur dont j'ai parlé, qui m'avait repéré dans la presse quand j'ai fait mon magazine à 18 ans. Donc, les carrières sont étonnantes. Et c'était qui ce producteur? Quelqu'un qui s'appelle Nicolas Plisson, qui a été l'associé de Marc-Olivier Fogiel à l'époque. Il produisait On ne peut pas plaire à tout le monde. Je salue ce soir Nicolas Plisson, qui est un homme remarquable dans les médias. Et j'avais fait cette émission déjà, donc je connaissais Laurent Ruquier, je connaissais sa productrice Catherine Barma, une femme importante de la télé à l'époque, puisqu'elle avait produit Ardisson avant de produire Ruquier. Et j'avais publié des livres, j'écrivais dans la presse, j'avais à peu près le profil pour faire ça. Et pour tout vous dire et pour le saluer aussi, c'est Yann Moix, mon prédécesseur à cette émission, qui m'a mis le pied à l'étrier et qui a amicalement suggéré à Ruquier que je pourrais peut-être être un successeur pas mal pour lui. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Est-ce que vous étiez prêt pour ça? Peut-être pas. Je vais vous dire très sincèrement, si on se parle très sincèrement, je pense que je serais plus prêt aujourd'hui qu'à l'époque. J'étais peut-être un peu jeune, j'avais 29 ans, j'avais peut-être pas fait suffisamment de choses dans ce monde-là et je me suis peut-être un peu laissé intimider à ma façon par la production, par Angot, par l'hystérie générale. Et c'est sûr que si je le faisais aujourd'hui, je le ferais très différemment. En revanche, je pense que, sans vouloir m'auto-congratuler, j'ai essayé en tout cas de ne pas verser dans la vulgarité. J'ai essayé de me tenir. Et ça, je pense que j'ai plutôt de ce point de vue-là réussi ça. Je n'ai pas été vulgaire dans cette émission, alors qu'en télé, on est rapidement vulgaire. Vous dites à un moment que, dans votre livre, dont on a parlé tout à l'heure, Le Grand Amour, que un jour, vous regardez Angot dans un des rares moments de complicité entre vous et vous lui dites j'ai rien à leur dire, j'ai rien à dire à nos invités. C'est vrai, vous vous ennuyez en fait, à nouveau. Ça a été un des rares moments de tendresse mutuelle. Ça a été un des rares moments d'humanité entre Christine Angot et moi. C'est qu'effectivement, on recevait des invités qui ne me passionnaient pas, des anciens joueurs de tennis, des gens avec des livres sur le jardinage, des trucs hallucinants. Et j'étais un peu court, effectivement, et je me tourne vers Angot, je lui dis, je n'ai rien à dire aux invités. Et là, elle se tourne vers moi, et je pense qu'elle était sincère. C'était vraiment un moment, c'est émouvant de se rappeler d'un moment doux avec quelqu'un de très dur. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle se tourne vers moi, elle me dit, mais c'est la première fois pour toi? Elle me dit, moi, c'est tout le temps comme ça. Et là, générique de l'émission. Et donc, ça a été une émission assez sympa, je crois. Sinon, la plupart des émissions s'enregistraient dans un climat un peu rude. Mais c'est-à-dire, expliquez-moi, c'est quoi votre relation concrètement avec elle? Malheureusement, moi, franchement, cette émission aurait pu très bien se passer, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a un moment, elle m'a pris en grippe et elle était très hostile, quoi. Et donc, quand il y a quelqu'un d'hostile, ça peut pas bien se passer. Alors que sinon, mais je pense, franchement, je vous le dis froidement, et on s'en fout d'ailleurs, j'étais trop jeune. En fait, j'étais trop jeune pour cette émission-là. Je la referais maintenant, je serais bien meilleur qu'à l'époque. Mais voilà. Et il faut quand même quelques consolations au fait de vieillir.
On y va? Allez. On salue. Merci beaucoup. Attends, je vais saluer le patron quand même. Il est là. Où est-ce qu'il est? Merci pour tout. Merci à toi. C'était super et à très bientôt. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. À bientôt, au revoir. Chez Georges, rue du Mail, très bonne adresse. Camarade, ça va? Bonjour, ça va? Ça va? À très bientôt alors, à lundi. Ciao. Attendez, c'est moi ou il pleut moins? Ah, il faut quand même que les choses s'améliorent à un moment donné. C'est toujours au même endroit, Charles. C'est pratique hein, d'avoir un chauffeur. C'est vrai. C'est Guillaume qui nous conduit. Ça fait. Où est-ce qu'il est? Ah, il est dehors. Charles, c'est un sacré prénom, Charles, quand même. Parce que moi, Thibaut, par exemple, il n'y a pas beaucoup. Charles, faut le porter. Hein. Il y en a des bons. Hein. Vous savez, j'ai un petit frère qui s'appelle Apollinaire. Apollinaire. Donc Charles, c'est encore modeste. Oui, mais quand on fait le compte, les comptes, De Gaulle, De Gaulle, Mauriac, ouais, Charles III. beaucoup de rois, bien sûr. Oui. Ouais. Et alors quoi? Qu'est-ce que vous voulez Non, faire je sais réagir pas. à mon prénom? J'ai rien contre ce prénom. Je suis... Là, on va penser, là, c'est le moment BHL. C'est le moment... C'est le moment content de soi. Ouais. Je le salue avec bienveillance et amitié, mais je suis ravi de m'appeler Charles. Je trouve que c'est un prénom absolument parfait. Ouais, bah oui. Et puis, c'est français, puis c'est aussi international. Non, mais c'est bien Charles. Ça pose. Ouais, ça pose son nom. Tout de suite, Charles. Vous avez une chance d'intégrer le gouvernement Barnier ou pas? Non, pas non, du mais en tout. vrai. Non, mais comme je vous l'ai dit, moi, je non, ne veux pas... Non, alors c'est marrant, vrai... mais Charles, c'est honnêtement, depuis qu'on se parle tout à l'heure, les seuls moments où vous me faites de la langue de bois, c'est quand on parle un peu politique. Mais non, c'est pas de la langue Sinon, de bois. Sinon, vous allez sur tous les sujets sans aucun problème. C'est pas du tout de la langue de bois. Vous vous rendez pas compte? Moi, j'ai 50 000 trucs à faire. Regardez, on a commencé cette émission en retard parce que j'étais en train de finir un truc pour mon cabinet. Honnêtement, pas tout de suite. Voilà. Et je vais même vous dire une chose très sincère, c'est qu'effectivement, je connais bien Michel Barnier. Je l'aime énormément. Mais alors, vous êtes proche de lui? Je pense que c'est un homme remarquable. Évidemment que s'il m'avait proposé quelque chose, si c'était pas un truc, s'il m'avait proposé quelque chose qu'il aurait jugé sensé, je l'aurais accepté. Je suis pas néanmoins d'accord avec toutes ces options. Je pense que je suis plus libéral que lui, donc je ne m'interdis pas du tout de dire tout ce que je pense de la politique qu'il conduit, mais je pense qu'à titre individuel, Barnier, c'est quelqu'un de très très bien. Je vous le dis comme je pense. Est-ce qu'il a une chance de faire quoi que ce soit? On verra, vraiment on verra, ça je sais pas. Mais je pense en tout cas que c'est la bonne personne pour le moment qu'on traverse. Et je dis pas ça tout le temps de tout le monde, et notamment par exemple son gouvernement. Je suis pas sûr de tous les profils qu'il a sélectionnés. Ouais. Mais voilà. Après moi, la politique, honnêtement, elle est pas pour tout de suite parce que j'ai d'autres choses à faire pour l'instant. Et donc on verra en temps utile. Mais voilà, je vous réponds sans langue de bois. Je pense que Barnier lui-même, c'est quelqu'un humainement et politiquement de remarquable, même si je m'interdis pas de dire ce que j'en pense. Et son ministre Retailleau, vous le connaissez? Alors, Retailleau, je le connais aussi, je les connais tous, les hommes politiques. Mais le connais personnellement. J'en connais plein. Oui, non, je connais personnellement. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un, honnêtement, d'assez droit, d'assez fiable et d'assez franc. Ce qui est rare dans la politique. Ouais. Vous avez beaucoup de gens qui ne sont pas francs du tout. Ouais. Mais typiquement, moi, je ne me sens pas de la même droite que lui. C'est-à-dire, honnêtement, aujourd'hui, il y a un consensus quand même de tous les Français sur les chevaux de bataille de Retailleau. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Enfin, en tout cas, il y a une majorité de Français qui considèrent qu'il faut mieux réguler l'immigration, et être plus ferme sur la sécurité. Franchement, vous trouverez peu de gens qui vous diront autre chose.
Donc moi, Retailleau, j'ai rien contre. Je n'ai pas été choqué par ses déclarations, Ah oui, honnêtement. justement, j'allais y venir. Vous, l'avocat, ces déclarations sur l'état de ils droit. sont là, chouinés tous. Honnêtement, je vous le dis comme je le pense, ça ne m'a pas choqué. Alors, ça ne vous a pas choqué, vous êtes d'accord? Mais les deux, voilà. Je vous dis clairement, Ouais. ça ne m'a pas choqué. Et en plus, je suis d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. C'est que, certes, c'est vrai, je suis avocat, pénaliste, etc. Je vois bien, par exemple, sur la question de l'immigration, qu'effectivement, aujourd'hui, certaines normes nous empêchent de réguler l'immigration, de la contrôler et de la réguler. Je suis pas pour l'immigration zéro, mais je pense qu'un pays doit pouvoir, par exemple, expulser son territoire les étrangers qui y commettent des crimes et des délits. C'est-à-dire, c'est quand même pas la lune. Mais c'est l'état de droit qui empêche cela? Non, alors, moi, c'est ça la question. Parce que si on est de bonne foi, ce qu'a dit Retailleau, il l'a dit comme ça, peut-être un peu par provocation, parce que sous ses airs policés, il est malin comme tout. Donc, je pense que ce qu'il a dit sous des airs policés, c'est que aujourd'hui, l'état du droit rend impossible pour l'État de contrôler l'immigration. C'est ça qu'il a voulu dire. L'état du droit. Ouais, l'état du droit. Oui, mais alors il a dit l'état de droit. Oui, mais parce qu'en fait, derrière l'état de droit, c'est quoi? C'est la multiplicité sans fin des recours, c'est le fait que les trucs sont pas appliqués, etc. Vous savez, moi, franchement, il n'a pas eu tort là-dessus. Je pense qu'il faut donner la possibilité à la France de contrôler son immigration, ou alors on laissera l'extrême droite arriver au pouvoir. Et elle le fera, ça. Donc il faut être lucide là-dessus. Moi, je suis sans tabou là-dessus. L'extrême droite qui arrive au pouvoir. Est-ce que Marine Le Pen a un vrai projet? Est-ce que vous sentez un projet chez Marine Le Pen? Non, je sens, là aussi je vous parle sans langue de bois, moi je pense que Marine Le Pen, d'abord, je ne lui sens pas une volonté très profonde de devenir présidente de la République. Ça, c'est mon ressenti personnel. Alors, on s'en fout un peu, mais je vous le dis, voilà, exactement. Je fais un peu de la psychologie de comptoir. J'ai déjà débattu avec elle, je l'ai rencontrée, je lis tout ce qui s'écrit sur la politique, donc voilà. Je la sens pas très motivée, honnêtement. Alors, elle peut gagner malgré elle, hein. C'est ce qui est arrivé à Trump. Souvenez-vous que Trump, fraîchement élu président des États-Unis, il est en crise d'angoisse le premier jour dans le bureau ovale avec Obama. Moi, je me souviens très bien des images. Trump, il fait pas le fier. Il se dit merde, je suis président des États-Unis, compliqué. Je pense qu'elle est peut-être un peu dans le même état d'esprit. Elle, je la sens plus un peu. Honnêtement, elle a un petit côté bobo de droite, assez à gauche sur pas mal de sujets. Et donc, son projet à elle est un projet qui, je pense, en plus, à mon sens, à moi, n'est pas le bon pour la France. Son entourage a un autre projet, plus à droite. Pas le bon pour la France non plus, je pense, parce qu'il reste, à mon avis, sur des lunes dépassées, sur une vision idéologique. Mais je pense qu'elle n'a pas le même projet que son entourage. Voilà. Ah bon? Exact. Ouais, je pense ça. À part son entourage. Par exemple, Bardella, je pense qu'il n'est pas sur la même ligne que Marine Le Pen. Je pense que Bardella est sur la ligne de Zemmour. Marine Le Pen, elle est sur la ligne de un mélange entre son père et Chevènement, disons. C'est pas la même ligne. Faut l'imaginer, quoi. Chevènement Le Pen. Ouais, elle est europhobe. Elle est pour la retraite à 60 ans, elle est à gauche sur beaucoup de sujets, et en même temps, elle est sur la ligne de son père sur les questions d'immigration et de sécurité. Donc, elle est sur une ligne, un mélange entre le lepénisme à l'ancienne et le chevènementisme. En réalité, c'est un peu ça, Marine Le Pen. D'ailleurs, Philippot, il était chevènementiste, par exemple. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui. Vous êtes polémiste, éditorialiste, politique à vos heures perdues, avocat, psychologue. Je réponds à vos questions. Je m'aventure sur des terrains sur lesquels je n'ai pas d'expertise. Est-ce que vous avez du temps et du temps pour votre temps libre? Bien sûr, plein. Bien sûr, il faut en garder d'ailleurs. Alors vous faites quoi? Non, mais d'abord, votre temps libre. Qu'est-ce que je fais? Du sport déjà. Alors c'est pas très fun, mais c'est très important. Ouais. Je regarde des films, beaucoup. J'adore regarder des films. Je vous dis ça tout bêtement, c'est bête. Hein.
j'adore lire des livres et j'adore passer du temps avec des copains, picoler, ripailler avec des copains. Voilà. Pardon, hein, c'est pas... Mais attendez, et voyager vous un êtes peu. tellement banal. Banal, Tous hein. ceux que C'est fou, hein. vous critiquez ici. Qu'est-ce qu'on fait? On sort ou pas? Ouais, on sort, mais- Du coup, on va peut-être aller au café. Non Bah, comment on je va sais faire? pas si on peut, mais on va. Vous savez va ce qu'on va leur faire? On va demander. prendre Parce les qu'il parapluies pleut, là. déjà. Ouais. Ouais. Et on va se mettre ici. Non, on va se mettre là déjà. Comme ça, Riyad peut nous filmer en se mettant sous ce palais de justice. Voilà. Il est si triste aujourd'hui, un peu triste. Mais c'est toujours triste un palais de justice. Ah bon? Un palais de justice, c'est comme un hôpital. Il s'y passe rarement des choses très joyeuses. Et celui-là, il a perdu son âme? Un peu. Non, je dirais pas ça. Moi, vous savez, regardez, il y a des fourgons pénitentiaires qui passent, donc c'est la joie. Moi, j'ai travaillé Vous dans savez ce ce qu'on va palais. faire? On va s'installer, on va se mettre ici. Non, mais attendez, il va Bah oui. pleuvoir. Ah oui, mais On va- on peut pas se mettre dedans, c'est ça le problème avec la caméra, on les a pas On peut prévenus. leur demander. Non, mais je vais leur On demander. va leur vous allez demander. voir. Allez. Faut leur dire qu'on est en direct. Hein. Bonsoir, monsieur. On est en train d'enregistrer un petit truc pour le Figaro. Ils sont en train de me filmer, etc. Est-ce que ça vous embête si on continue, on se met dans un coin, on boit un verre? C'est pas gênant. Bonsoir, monsieur, vous allez bien? On enregistre un petit truc pour le Figaro parce que Bonjour. ils m'ont suivi au palais de justice, etc. Si on se met dans un coin, qu'on boit un verre, c'est un problème ou pas? Non? Quoi? Ah, Comment? Normalement, demander autorisation. si on Ah. se met en vitrine, ils filment vers l'extérieur. On doit demander autorisation au propriétaire. Ah, ok. Hein? On doit demander autorisation. Bon. Non, je comprends. Bon, bah, chou blanc. Moi, je suis vraiment désolé. Et en terrasse, ça va? Non? Ah, si on se met en terrasse, En terrasse, attendez, il pleut. on se met là comme ça. Bon, vous mettez là-bas, vous serez plus à l'abri. Parfait, ah Allez, bah, c'est super. merci, c'est sympa. beaucoup, monsieur. Voilà, vous voyez, Vous n'êtes pas toujours abonné à la défaite. Non, non, c'est pas. On n'a pas des succès tous les jours. Et là, on est recalé sur On la se met- terrasse, on se met où? Ici, qui est parce que non, littéralement. il y a des- Non, mais il y a qui est des une gens derrière. piscine. Là, c'est pas une terrasse, c'est une piscine. Mais là, là, c'est un peu mieux. Là, c'est mieux, mais il y a des gens derrière, on veut pas les gêner. Venez, on va se mettre là-bas. Regardez, Voilà, comme on ça, va se mettre au banc. Voilà, On va se mettre sur le banc voilà. et au banc de la société. On est au banc de la société, voilà. On est comme un prévenu. Venez à côté On de est moi. comme un prévenu au correctionnel. Alors- Donc, ce que je vous disais, la cour d'appel, j'y ai travaillé d'abord Oui. en mes études. J'ai fait un stage à la cour d'appel très intéressant qui m'a permis de voir comment les juges prenaient leurs décisions. Ensuite, il y a encore beaucoup d'audiences dans ce palais-là. Je vous ai emmené là pour des raisons logistiques parce que c'est plus facile par rapport à notre parcours que d'aller au nouveau palais dans le 17e. Ouais, Et honnêtement, là-bas, il n'y a même pas un café où s'asseoir à côté. Donc, on Oui, aurait celui-là est mythique. Ici, on est mais alors, j'ai même pas envie de les citer parce qu'ils ne nous ont pas accueillis. Mais si. Ils ne nous Si, ont si, pas ils nous ont laissé accueillis. rentrer. Non. Donc, Il faut les citer. les deux palais, Non, les deux des palais. progrès à faire sur l'accueil. Mais oui, endroit mythique. En fait, tous les endroits où on est reçu, vous nous braquez. On est rentré au drugstore, vous nous avez dézingué le menu du Mais restaurant. parce que moi, je suis pour que les gens fassent des progrès. Non, chez Georges, aucun progrès. Oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Alors, vous voulez? Comme Non, mais tout je à vous l'heure, suis. Allez, pareil. On va prendre un verre de rouge, un rouge sympa. Du rôle de maison. Allez, C'est super. parfait. Merci. 2 ou 3 verres. Est-ce que le caméraman, il va trembler à la fin? La caméra compense tout. Oui, ce palais de justice. Vous qui aimez le passé, les vieilles époques. Celui-là, il est triste, non? Non, Le mais nouveau. je n'aime pas le passé, les vieilles époques. Si, Arrêtez si. de me caricaturer. Mais vous allez quand même pas. En Maintenant, réactionnaire de base, j'aime aussi plein de trucs de notre époque actuelle. Et je suis ravi de vivre maintenant et pas il y a 50 ou 100 ans. Donc, ne me caricaturez pas. c'est pour vous? Non, ce palais, Ah, c'est pour c'est notre notre voiture. chauffeur. Ah, parce qu'il rentre au commissariat.
Ce palais, moi je suis pas contre. Tiens, je vais vous surprendre. Je pense que la solennité des vieilles salles d'audience, la pompe, avait pour effet de justifier des décisions d'arrière-garde. C'est-à-dire que la solennité moyenâgeuse des cours d'assises et des salles d'audience du vieux palais, tiens, qu'est-ce qu'ils font les policiers? Ils reviennent nous voir. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. Ah non, peut-être qu'ils changent de chemin, c'est pas pour nous. Bonjour. Ils s'en foutent de nous. Ils vont procéder à l'interpellation de notre chauffeur. Ça va être une expérience immersive de l'interview à la garde à vue, de la garde à vue à la comparution immédiate, de la comparution immédiate à la détention. Restez avec la nous. France de Retailleau. Dans un instant, sur le site du Figaro, vivez en direct la politique répressive du nouveau ministre de l'Intérieur. En direct de l'île de la Cité. Non. Bonjour monsieur. Bonsoir. Merci. Parfait, merci. Les vieilles salles d'audience, à mon sens, elles contribuaient à prendre des décisions très dures. Alors que dans le nouveau palais, qui est designé un peu comme un aéroport, bah au moins il y a un côté un peu moderne qui incite peut-être le magistrat à prendre des décisions modernes. Donc moi j'ai rien contre le nouveau palais, mais l'ancien, vous savez, il y a encore la cour d'appel, la cour d'assises, la cour de cassation, donc il est encore tout à fait vivant. Santé. La justice de notre pays, elle est dans quel état? Est-ce que vous allez me dire qu'elle est catastrophique? Vous aussi? Ouais, honnêtement, elle est catastrophique. Honnêtement, elle est très submergée. Les juges sont parfois fous. Débat sur plein de dossiers. Ils prennent maintenant des décisions d'une sévérité qui n'a pas de sens. Ils sont de plus en plus rétifs aux arguments de la défense. Pas tous, hein. Il y a des juges excellents. Il y a des juges vraiment qui sont qui rendent le métier merveilleux, mais il y en a beaucoup maintenant qui ont tendance à se replier. Et la justice, elle est très submergée. Elle a trop de dossiers à gérer. Elle n'a pas assez de monde pour les gérer. À mon avis, pas pour les juges, mais pour beaucoup, il y a du travail à faire sur le temps de travail. Vous me permettrez de revenir sur ma marotte, mais quand je viens faire une demande d'acte à 16h45 devant un guichet qui ferme à 17h et qu'il est déjà fermé, quand c'est pas 16h30, ça m'agace. Donc là, on en revient à Margaret Thatcher, mais sinon les juges, ils bossent, il faut dire les choses. Moi, j'ai vu ça de l'intérieur. Elle est submergée. Voilà. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autre terme. C'est une question d'argent, de budget. Bon, ça compte, oui, pour recruter du monde, ça compte. Après, il y a des alternatives aussi. En pénal, vous ne trouvez pas beaucoup d'alternatives à la justice. Hein. En pénal, il faut bien qu'elle juge. Donc, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Il y a une submersion qui fait que la justice n'est plus rendue en temps et en heure. Et en civil, alors là, j'en parle même pas. Il y a beaucoup de cas dans lesquels les délais sont tels qu'on peut considérer qu'il n'y a plus de justice du tout. J'ai un collègue du Figaro tout à l'heure je lui dis tiens, je reçois Consigny ce soir. Il me dit ah, tiens, je l'ai vu plaider en comparution immédiate un jour. Quand il est dans le prétoire, c'est un homme de gauche. Est-ce que quand vous êtes un avocat dans le prétoire, vous êtes obligé de jouer l'homme de gauche? Non, ça vous y croyez vraiment? Non, mais... Et je vous ai même entendu dire un jour, moi, sur les questions politiques de justice, je suis Taubira. Oui, pourquoi Taubira? Parce que je pense que ça sert à rien le bête et méchant. Quand vous défendez les gens, vous voyez bien, pour le coup, c'est vrai, vous comprenez que ce qui amène quelqu'un devant un tribunal correctionnel, ça n'est pas que son libre arbitre. Ça n'est pas que la décision individuelle de quelqu'un qui fait qu'il va se rendre coupable de faits punis par la loi. C'est quand même beaucoup l'endroit où il grandit, le cadre dans lequel il grandit, l'investissement de ses professeurs à le garder dans la classe, etc., etc. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui existe. Donc, sur ce sujet-là, oui, je peux
être plus d'accord avec certains discours de gauche qu'avec certains discours de droite, même si je verse pas non plus dans ce qu'on appelle la culture de l'excuse. Donc il faut trouver l'entre-deux, et qui est pas simple, et c'est pour ça que c'est très dur de juger. Je pense que voilà, quand on s'attarde sur les profils, vous savez en fait, quand on est avocat, on fait du micro, on est sur des individus. Quand on fait de la politique, on est sur du macro, on est sur des politiques globales. Je pense qu'à l'échelle macro, en matière de justice pénale, il faut être de droite, et qu'à l'échelle micro, on n'a pas tellement d'autre choix que d'être de gauche. C'est tout le problème de la justice. Je voulais finir avec un point, on l'a évoqué tout à l'heure en parlant de votre livre Le Grand Amour. Vous dites, vous m'avez cité Bret Easton Ellis, et vous me dites dans le livre qu'en le rencontrant, finalement, il est un peu décevant. Non, tous les auteurs sont comme ça. Vous savez, Oui. Par exemple, j'ai déjà eu la chance de croiser une fois Michel Houellebecq, qui est un écrivain pour lequel j'ai une admiration énorme. Vous croisez Michel Houellebecq en société, il fait pas un effort social surhumain. Oui, je suis pas très surpris là. Mais de ce que vous me pourquoi? dites. Parce qu'il se réserve pour ses livres. Et Bret Easton Ellis, honnêtement, pourquoi j'ai été d'autant plus bluffé par son dernier livre qui s'appelle Les Éclats, qui est vraiment à mon sens un chef-d'œuvre absolu. Je l'ai rencontré à son hôtel pour l'interviewer, qui était pour moi un prétexte, puisque j'ai même pas publié l'interview. Je voulais juste le rencontrer. Il était en jogging de la tête aux pieds, déjà. Bon, ça, c'est un truc d'Américain. Vautré comme une grosse limace sur sa banquette. Il a fait aucun effort. Il n'en avait rien à foutre. Alors, évidemment, je suis pas Oprah Winfrey. Donc, bon. Mais je pense pas qu'il aurait fait beaucoup plus d'efforts. Parce que les grands écrivains, ils mettent tellement dans leurs livres que l'énergie, ils la gardent pour ça. Et en fait, en dehors... Mais d'ailleurs, ça vaut pour plein de métiers. Croiser un grand acteur quelque part, souvent, il va pas vous faire... Regardez Depardieu dans l'intimité. Je parle pas de ce dont il est accusé, mais je parle des reportages, etc., où on l'a vu. Bon. Il y a un côté un peu... on se dit, il se tient pas, etc. Depardieu, en tournage sur un set de cinéma, franchement, moi, je trouve que c'est le plus grand acteur vivant. C'est incroyable. Il y a des films que Depardieu seul rattrape. Un film nul comme Carbone, par exemple. Les rares moments où il y a Depardieu, là, vous avez du cinéma, du grand cinéma. Donc, c'est pareil pour les écrivains. Dans la vie de tous les jours, bon, voilà. Et l'énergie, l'inspiration, la poésie, tout ce qu'ils ont à dire et à partager, en réalité, ils le gardent pour leurs livres. Et Bret Easton Ellis, il n'échappe pas à la règle. Alors, avec qui vous rêveriez de passer 2 heures? Et là, vous vous dites, par lui, je ne serai pas déçu. Hein? Et vous dites, par lui, je ne serai pas déçu. Ça peut être un mort, par exemple. Non, d'abord, si vous me permettez d'être un peu cucu, je vous ai dit que j'étais un monogame comblé, donc l'objet de mon grand amour, pour moi, il n'y a pas mieux que de passer 2 heures avec. D'accord. Alors une rencontre permettrait ce préambule. Finalement, est-ce que ce ne serait pas la meilleure réponse? Bon, si. Alors, on pourrait s'arrêter là, si vous voulez. J'ai quand même envie de savoir à quelle personnalité vous émerveille. Alors, je vais peut-être vous décevoir. Enfin, vous allez penser que c'est de la langue de bois, mais par exemple, spontanément, ce qui peut me venir, mais vous allez penser que c'est de la langue de bois, mais moi, je trouve que Marguerite Duras était quelqu'un... Pourquoi de la langue de bois? De tellement brillant et de tellement spécial. Et d'ailleurs, ce que je viens de vous dire sur les écrivains, d'ailleurs, elle le dit dans une interview. Elle dit, on n'est pas là. Elle parle des écrivains, elle dit, on n'est pas là, on est à côté. Parce qu'on est dans l'écriture, on n'est pas dans la vie. Et en fait, on ne vit que pour écrire, etc. Elle le dit beaucoup mieux que ça, mais elle le dit. Donc, par exemple, ça m'aurait sans doute passionné et ému de passer du temps avec Marguerite Duras.
Bon, après, quand même, si vous me permettez d'être cucu une seconde, j'ai perdu une petite sœur, donc si je pouvais passer 2 heures avec elle, voilà. Et ensuite, il y en a plein, il y en a tellement. Il y en a tellement. Bon, voilà. Moi, je vous répondrai C'est bien, Marguerite Duras. Voilà. Votre grand amour et votre sœur. Ben Ce ouais. serait bien, ça, tous les 4. Je pense qu'on passerait une super soirée. Effectivement. Merci, Charles Grossellier. Merci beaucoup, Thibaut. Merci de nous avoir fait découvrir votre Paris avec du restaurant, on mange, du palais de justice, des dossiers. Je suis l'Amérique. désolé, en vrai, j'ai pas bien bossé parce que je n'ai pas mesuré que mon bureau et le palais de justice, il y avait une redite. J'aurais dû vous trouver un 3e endroit. Et vous avez vu, je vous ai parlé du métier d'avocat d'abord et de la différent. justice. Ouais, Monsieur non, Adapté. mais j'ai pas assez bossé. J'aurais dû vous trouver un 3e lieu plus différent. Vous êtes arrivé comme si on n'est pas couché ce jour-là où vous aviez rien à dire à votre invité. J'ai pas bien préparé. Voilà, pour une prochaine interview, j'essaierai de vous trouver un truc plus inattendu D'accord. Promis. et plus original. C'était pas mal, hein. Il y en a qui bossent pas du tout. On est obligé de tout leur proposer. Et je salue les lecteurs du Figaro, qui est un excellent journal. Vous voulez un bon papier demain, vous ou quand vous serez candidat. Et non, j'ai eu la chance d'avoir les honneurs du Figaro Magazine pour mon livre, figurez-vous. Et pas de J'étais n'importe qui. extrêmement flatté, et pas de Frédéric n'importe qui, Becbédé. de Frédéric Becbédé, ce qui pour moi vaut toutes les légions d'honneur.